Merci beaucoup. Merci Nadine, merci à vous tous de m'accueillir à nouveau, alors pour la troisième fois sur les SPRO au Pays de la Loire. Je vais essayer de ne pas radoter, en fait, c'est un problème. Alors, merci d'abord du sujet sur lequel on travaille. J'aime bien la formule la rencontre avec l'entreprise. Ça veut dire que j'ai essayé de noter le nombre de fois où, dans les interventions ce matin, on a utilisé le mot « j'ai rencontré ». J'ai rencontré, c'est-à-dire ce qui est un enjeu, vous verrez que c'est un des points que je vais essayer de débattre et de soulever avec vous, c'est quelles sont les conditions de la rencontre et quelles sont les conditions pour qu'elle se fasse. Puisqu'il y a un certain nombre de rencontres qui ne se font pas, et un des enjeux d'un service public d'orientation aujourd'hui, c'est mettre en place les conditions pour que des rencontres improbables, atypiques, puissent éventuellement se faire. Donc ça, c'est vraiment un enjeu, parce que c'est un enjeu de service public de régional d'orientation, mais c'est peut-être plus globalement un enjeu d'équité sociale. Si je ne connais pas des secteurs professionnels, il n'y a aucune raison que d'une certaine façon je puisse, je puisse y tenter une expérience, puisque c'est un des points sur lesquels je vais revenir beaucoup. Donc j'avais prévu une intervention autour de 3 points qui sont plutôt la question quel constat on peut faire par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Le deuxième point qui serait plutôt de dire du coup, quelles sont les conditions d'une opportunité possible, si les organisations dans leur recrutement prennent des profils atypiques, et quelles sont les conditions pour que ce soit vertueux, et puis quelles conséquences peut-être en termes de services publics de régional d'orientation. Et puis, comme chaque fois, en écoutant les témoignages que je trouve extrêmement riches, et je remercie les personnes qui ont bien voulu contribuer à ça, je vais plutôt reprendre dans un premier temps certains propos des personnes. Je vais essayer de ne pas les transformer, je vais juste peut-être les montrer à quel point ils sont précieux, juste dans l'analyse qu'on peut faire sur cette question de la place de l'entreprise. Le premier point, c'est effectivement celui que j'ai évoqué, c'est-à-dire c'est la question de la rencontre. Je crois que vous l'avez dit, monsieur, c'était intéressant, je suis arrivé par hasard, en fait. Je suis arrivé par hasard. Est-ce que la question de la fabrication du hasard n'est pas un enjeu dans le service public régional de l'orientation? Qu'est-ce qui ferait, finalement, que ce qui paraît improbable, ce qui paraît atypique, puisse devenir, finalement, une certaine forme de norme? Est-ce que l'atypique ne peut pas devenir le typique? Vous voyez la question que je pose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au fond, et c'est M. Keller qui l'a dit très joliment tout à l'heure, les filtres sont ouverts. Et c'est la formule qu'il a utilisée. Les filtres sont ouverts, ça nous renvoie à la question d'une obsession française, en fait, qui est très française sur le profilage. Il y aurait finalement une capacité à profiler, à déterminer de façon très très précise les compétences des personnes, et puis après d'essayer de croiser avec des personnes qui pourraient convenir ou ne pas convenir. Avec finalement plein de gens qui ne conviendraient pas au regard de ce profil. Alors, est-ce que ces expériences qu'on a eues à disposition ne nous interrogent pas sur, au fond, une vision un peu adéquationniste à l'ancienne, qui serait de dire qu'au fond, il y a des profils, il y a des compétences techniques, et puis en face de ça, il y a des personnes, et est-ce qu'on peut matcher, le mot est utilisé, est-ce qu'on peut matcher? Est-ce que ce matching, finalement, n'est pas plus complexe que ça? Et là, je renvoie vraiment à quelque chose que vous avez dit, monsieur, c'est au fond le désir, l'envie, et on a parlé d'équipe, et j'aurais juste envie de dire, l'entreprise, c'est quoi? Bien sûr, l'entreprise, elle produit de la valeur. Si un système social ne produit pas de valeur, il n'y a forcément pas d'emploi. Mais une entreprise, c'est aussi un lieu de vie, c'est aussi des personnes, c'est aussi une équipe, collaborer avec des gens, et c'est aussi avoir le sentiment de contribuer à quelque chose, et c'est aussi le sentiment d'avoir de la valeur dans cette organisation-là. Avoir le sentiment de faire quelque chose qui va au-delà de soi. C'est aussi ça, une entreprise. Qu'est-ce qui ferait qu'un jeune de 18 ans, et je vous pose la question aussi brutalement, finalement serait intéressé par les entreprises qui ont été présentées? Rien. Rien, pour une raison très simple, c'est qu'on fait un travail avec des collègues des missions locales aujourd'hui, on va visiter les zones industrielles et artisanales, et on visite, c'est-à-dire qu'avec un bus, on visite et on leur demande qu'est-ce qu'il y a derrière les portes, qu'est-ce qu'il y a derrière les murs. Et ce qui nous fascine, c'est qu'il y a une méconnaissance, et alors le mot est utilisé tout à l'heure André Martin sur la question de la connaissance, mais la première chose qui nous frappe, c'est qu'il y a une très faible lisibilité de ce qu'il y a derrière les murs. Alors, est-ce que c'est des emplois, est-ce que c'est des personnes, est-ce que c'est des profils, etc. Il y a une ignorance absolument totale. Donc, par exemple, un des lieux de rencontre qu'on utilise aujourd'hui, c'est les zones artisanales, dans lesquelles on dit on va essayer d'ouvrir des portes. Et on fait des petites visites guidées, dans lesquelles on fait des escales, dans lesquelles finalement on nous accueille, et on discute le coup avec les gens sur cette question il y a des personnes derrière qui vont parler de leur travail. Et cette question de la rencontre et cette question du profilage, elle pose un vrai problème finalement social, c'est qu'est-ce qui ferait que, spontanément, que mes enfants spontanément choisissent une activité dont ils n'ont aucune idée qu'elle existe,
alors qu'elle existe, mais alors qu'ils choisissent une activité qui a une faible probabilité qu'elle existe puisqu'elle va se développer dans quelques années, alors là, il n'y a aucune chance. Et ça nous interroge dans les questions d'orientation sur quelque chose qui est assez fondamental. Méthodologiquement, depuis 50 ans, on travaille les questions d'orientation autour de la question des métiers, autour des questions des secteurs professionnels. Or, le travail, c'est un contexte. C'est des personnes, c'est des environnements. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce qui a été dit aussi par les personnes, et vous l'avez dit, monsieur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai envie de voir autre chose. Et il y a aussi des personnes qui vont nous dire, bah, c'est plus compatible avec ma vie professionnelle, être en déplacement tous les jours, c'est plus possible. Et puis là, j'ai des petits-enfants, et en fait, j'ai aussi besoin d'ajuster ma vie personnelle par rapport à cette question-là. Et au fond, on va s'apercevoir que, bien sûr, il y a recruter des profils atypiques, mais il y a surtout les garder. C'est-à-dire que la question n'est pas seulement que les gens, finalement, choisissent quelque chose, éventuellement par hasard, mais qu'ils développent quelque chose par rapport à ça. Et en vous écoutant, j'aurais juste pris quelques bouts de ce que vous avez dit. C'était moins pire que ce que je pensais. Et puis aujourd'hui, je vais faire un BTS et j'envisage de faire peut-être un master. Et entre le moment où finalement je suis arrivé par hasard et ce moment où je suis en train de construire ma vie sur quelque chose qui est finalement totalement imprévisible, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et si on se situe du côté du citoyen, on se dit quelles seraient les conditions à mettre en œuvre pour que cette expérience-là soit pas uniquement unique, singulière, personnelle, mais qu'elle soit possible pour tout un chacun. Ce qui veut dire qu'on a un vrai enjeu de politique publique, c'est au fond quelles seraient les conditions à réunir pour que quelque part on ouvre les portes, on ouvre les murs, qu'il y ait une représentation plus claire de ce que c'est que le monde du travail, que le monde du travail, c'est pas qu'une activité. Ce qui nous pose plein de questions méthodologiques sur comment on travaille l'orientation au collège, au lycée. Est-ce qu'au fond, vivre des expériences, c'est pas plus intéressant, et que est-ce que le meilleur moyen de s'orienter, c'est pas de travailler? Vous voyez, je pousse le bouchon un peu loin, et quand on réduit les questions d'orientation juste à décider ce qu'on veut faire, on pose déjà un préalable, et là aussi, il faudrait dépoussiérer et déshabiller les croyances, hein, et vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on a des croyances limitantes qui seraient qu'au fond, ce que je vais faire de ma vie dépendait déjà de ce que je pense qui est compatible avec ce que je veux faire. Mais non, c'est pas comme ça, la vie, on passe notre temps à faire des ajustements et des conciliations en fonction de ce que je rencontre. Mais si je rencontre jamais quelque chose parce que je pense que de toute façon, c'est pas fait pour moi, ça ne va pas le faire. Donc on a un vrai problème. Et si vous avez des enfants, si vous avez des petits-enfants, vous allez vite voir que cette question est redoutable. Parce qu'elle pose immédiatement la question de ce qu'on va appeler les croyances sociales et les représentations professionnelles. Et vous avez cité à plusieurs reprises le terme d'attractivité. Est-ce qu'on peut rendre attractive une activité de travail? Et vous voyez, ça va loin. Ça va être depuis 30 ans que je travaille sur la question des représentations professionnelles avec les métiers du bâtiment, du nettoyage. On voit bien que ce n'est pas parce que tu fais un clip que tu vas changer les représentations sociales. C'est le panel de tous les outils de mobilisation que tu peux utiliser aujourd'hui, et le bâtiment, par exemple, est un bel exemple où on a un certain nombre d'activités de professionnels qui sont devenues prestigieuses sur la durée, parce qu'en fait, avec l'écologie, le bâtiment vert, etc., ça a modifié peut-être socialement des représentations, mais on voit aujourd'hui que c'est des processus de transformation qui sont des processus de transformation sociale extraordinairement complexes, parce qu'ils nécessitent, au fond, d'avoir une réflexion presque citoyenne sur quelle est la place du travail. Et il y a des boulots qui, au hit parade aujourd'hui, finalement, sont toujours les mêmes. Quand on fait une analyse aujourd'hui juste historique sur les représentations sociales et le hit parade des fonctions chez les adolescents du collège, par exemple, le monde du travail depuis 30 ans a été bouleversé de façon considérable. Quasiment, on a une idée assez imprécise de finalement ce qu'il y a dans les entreprises, quels sont ces nouveaux boulots, pilote de drone, manager domotique, enfin toutes ces activités-là qui existeront. La technologie va plus vite que les activités, donc les mots se transforment, on change les métiers. Est-ce que les jeunes nous parlent de ça? Vous faites le hit parade des métiers aujourd'hui? Ben non, les hit parades ont très peu changé. On a rajouté de nouvelles activités, pilote de drone notamment, qui apparaît comme un... Mais en fait, la réalité du monde du travail s'éloigne considérablement de la réalité du travail. Donc on a une vraie question. C'est au fond, sur quoi on choisit? Est-ce qu'on choisit sur des représentations sociales que je vais appeler stéréotypées, qui nous ont été construites par notre éducation, par la télé, par la mimétique sociale, etc., ce qu'on appelle la mimétique sociale, ou est-ce qu'au fond... j'ai une idée assez précise de ce que c'est que le monde du travail. Alors, le monde du travail en général, et puis le monde du travail sur mon territoire. Je reviendrai à la question du territoire parce que ça pose la question sur quoi je choisis. Et vous verrez vite que les questions d'orientation ont été d'abord corrélées avec les questions de formation, et très peu avec les questions d'entreprise et d'emploi, et quasiment jamais avec les questions de territoire. Et ce que je trouvais très intéressant dans la proposition d'Icarius, c'est de dire, tiens, l'entreprise et l'orientation, c'est quel lien? Mais c'est très inédit comme question. C'est très inédit parce qu'au fond,
Cette question-là, elle a été soit idéologiquement polémique, l'entreprise qui veut recruter des gens, et puis de l'autre côté, les gens qui auraient des désirs et qu'il faudrait obliger à aller là où il y a des secteurs en tension. On voit bien que ça ne résout pas le problème de poser des choses comme ça. Il y a de l'activité d'un côté, avec des professionnels qui cherchent à développer de l'activité de travail et pour permettre aux gens de s'insérer professionnellement, puis il y a des gens qui ont envie de conduire leur vie de façon le mieux possible et pour réussir quelque chose. Et en fait, ces stratégies de conciliation, il nous faut les repenser de façon un peu différente. C'est-à-dire non plus dans des modèles purement linéaires, il y aurait l'orientation, puis il y aurait la formation, puis il y aurait l'emploi. Vous l'avez très bien dit, monsieur. Est-ce qu'on exercera toujours la même activité? Bien sûr que non. Donc la question ne va pas se poser de cette manière-là, elle va se poser de façon beaucoup plus complexe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les liens, et c'est là où l'intervention de M. Martin est intéressante, c'est-à-dire les liens orientation, formation, insertion, emploi, sont beaucoup plus circulaires qu'on le pensait, beaucoup plus itératifs. Et aujourd'hui, par exemple, aller à un job dating, est-ce que c'est une activité d'orientation? J'ai des grands débats avec les professionnels qui me disent mais ça c'est pas de l'orientation. Je dis bah si c'est pas de l'orientation, expliquez-moi ce que c'est. Si découvrir en quelques minutes une activité professionnelle dont j'ai jamais entendu parler, est-ce que c'est pas quelque chose qui va faire partie du processus d'orientation? Donc on l'évoquait en aparté, ça veut dire qu'en fait l'histoire de nos dispositifs, et c'est très différent en Europe par exemple, c'est l'histoire des dispositifs cloisonnés. Il y a la formation, il y a l'emploi, il y a la certification, je rajoute pas, et puis il y a l'orientation qui est ailleurs. Ceux qui suivent un peu l'actualité ont remarqué que la ministre, dans la réforme sur la formation, n'a quasiment jamais cité le terme d'orientation. On parle de développement de compétences, on parle de conseils, on parle de ce qu'on veut, mais on ne parle pas de l'orientation. Comme si, au fond, on ne savait pas trop comment l'accrocher, ce truc-là, parce que du coup, il est lié à tout. Et là encore, avec les témoignages, on voit bien qu'on s'oriente tout au long de la vie en fonction des opportunités, des rencontres qu'on va faire. Donc il y a des enjeux d'équité sociale, de développement économique des territoires qui sont énormes, mais il y a aussi des enjeux de la filiation sociale, de se sentir reconnaître par la société. Et donc, je veux dire, les débats idéologiques, on peut les laisser de côté en se disant comment un territoire, finalement, chaque citoyen, chaque Ligérien, aujourd'hui, peut trouver quelque chose qui peut le convenir, en tout cas pour l'instant. Vous voyez ce que je dis? C'est-à-dire, en tout cas pour l'instant. Est-ce que je vais faire toute ma vie là-dedans? C'est pas trop la question. Mais est-ce que ça peut convenir au moment où je le rencontre? Est-ce que j'ai l'impression de pouvoir faire quelque chose qui a de la valeur pour moi à ce moment-là? Je pense que c'est un enjeu tout à fait central. Je reprends aussi une jolie formule qui a été utilisée tout à l'heure, c'est débutant accepté. J'adore cette formule, débutant accepté. Ça veut dire que si on la pose comme ça veut dire que jusqu'à présent, on pense qu'il y a des milliards de conditions réunies pour que finalement vous puissiez accéder à cet emploi-là. Alors, on ne va pas se leurrer. Pourquoi ça change? Parce que en gros, le rapport du marché du travail a changé, c'est-à-dire que moins vous trouvez des gens, plus vous vous interrogez sur les processus de sélection, et c'est une évidence, c'est ni bien ni pas bien, c'est comme ça. L'histoire des conceptions de l'orientation, elles sont corrélées avec le marché du travail. Quand vous faites l'analyse archéologique de l'orientation qui débute au début du XXe siècle, toutes les conceptions sont liées au marché du travail. C'est la logique adéquationniste vienne à un moment donné où on essaye, avec le concept de compétence, on essaye de profiler dès le départ entre les compétences de la personne et les compétences requises par le poste. On est aujourd'hui en train d'atteindre les limites. Et qu'est-ce qui va nous intéresser sur la question du débutant? C'est que ça veut dire que le débutant n'est pas vraiment un débutant. Et si je reprends aussi ce que vous avez dit, que je trouve tout à fait essentiel, les gens, ils ont une vraie expérience. Pompiers volontaires, ils ont 10 ans de travail, et cette expérience, elle a de la valeur. Donc comment on considère que cette expérience-là, on va pouvoir s'appuyer dessus pour aussi enrichir le collectif de travail? Et vous avez parlé de la métaphore footballistique, je suis originaire de Saint-Étienne, donc vous voyez, le foot, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au fond, quelque part, ces personnes-là sont des ressources et ils ont des compétences, et cette rencontre-là peut produire quelque chose de tout à fait intéressant. Donc débutant, tout dépend comment on appelle débutant. Ça veut dire que débutant, ça veut dire que cette personne a des ressources, elle est motivée, elle a envie. Ma responsabilité, c'est de mettre en place les conditions pour que ça puisse le faire pour elle. Du coup, la question du débutant devient tout à fait intéressante. C'est-à-dire qu'au fond, je ne m'empêche pas. Je rencontre tout le monde, vous l'avez dit, j'ai plus de fil, je rencontre tout le monde et je fais l'hypothèse que les gens ont des ressources et que si je mets les conditions appropriées, il peut se passer quelque chose qui va être vertueux. C'est une vraie révolution aujourd'hui. Alors, quand vous allez en Allemagne, dans d'autres pays, c'est une évidence ce que je suis en train de dire. En France, c'est très compliqué, notamment avec le poids de la certification en France, qui est extrêmement important, c'est-à-dire dès que tu n'as pas la certification, de toute façon, c'est problématique. Et ça renvoie à des questions sociales qui sont déjà dans la réforme, c'est-à-dire au fond, est-ce que l'enjeu c'est la certification ou est-ce que l'enjeu c'est de développer des compétences? Vous voyez, et par exemple, certains, je ne sais pas s'il y a des partenaires sociaux là, mais les partenaires sociaux et les branches professionnelles et certains OPA passifs ont développé l'expérimentation qui s'appelle FEST, Formation, Situation, Travail,
Et la formation en situation de travail, qui va être reprise dans la loi, dit quelque chose de tout à fait passionnant, c'est-à-dire dire, au fond, la situation de travail, même pour des emplois faiblement qualifiés. Les gens ne vont pas aller faire 1200 heures de formation, il ne faut pas se leurrer. Par contre, la situation de travail, elle est apprenante. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des situations de travail qui produisent de la certification sans changer la situation de travail? Les gens travaillent et on produit de la certification. Et l'expérimentation qui est en cours, qui va être prise, encore une fois, elle est très intéressante parce que ces personnes-là qui vont faire cette formation en situation, on considère qu'ils ont des ressources, on considère que le travail est apprenant, qu'ils développent des compétences là-dedans, mais surtout on fait le pas d'après, c'est-à-dire qu'on considère que le lieu de travail peut être un lieu de certification. Alors vous voyez les conséquences que ça a par rapport à ça, qui bouleverse complètement les schémas qu'on pouvait avoir avant, c'est de dire, d'abord on va développer la compétence à l'école, une fois qu'on aura formalisé la compétence à l'école, on matchera avec l'entreprise, et puis voilà, donc vous avez éliminé tous ceux qui n'étaient pas dans les filtres. Donc quand je dis que c'est inédit, c'est très inédit, c'est-à-dire que ça réinterroge la question même, vous l'avez compris, de l'adéquation dans une vision mécaniste, en considérant que bien sûr qu'il y a du rapprochement. Mais le rapprochement, il se fait par la rencontre, et il se fait par quelque chose que je pourrais appeler le risque partagé. C'est-à-dire qu'au fond, chaque entreprise prend un peu un risque dans cette situation-là, que peut-être la personne prend aussi un risque, hein, elle prend le risque peut-être de quitter son CDI et donc du coup de se retrouver dans une situation professionnelle plus risquée. Hein. C'est l'exemple qu'on a eu tout à l'heure sur la question de l'arboriculture, mais on voit bien que cette question-là, il y a des conditions qui peuvent être réunies pour que ça puisse, avancer. Et je reprends encore une fois, je reprends les formules qui ont été utilisées. Je ne connaissais pas le métier. Là aussi, c'est une jolie formule. Je ne connaissais pas le métier, donc je ne pouvais pas décider de choisir quelque chose que je ne connaissais pas. Et ça renvoie à toute la question de la connaissance. Est-ce que je connais un verger en regardant une vidéo sur YouTube? Enfin, j'aime beaucoup la formule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que c'est une question livresque? Est-ce que c'est une question académique? Est-ce que je vais connaître finalement l'activité de travail sans m'y coller? C'est-à-dire sans la vivre, d'une certaine façon, sans à minimum faire l'expérience presque physique, sociale, de me confronter à cette situation-là. Et je lisais aussi les témoignages écrits, il y a des très très jolies formules disant j'ai découvert quelque chose que j'aurais jamais choisi. Ça c'est beau quand même. J'ai découvert quelque chose que j'aurais jamais choisi. Et souvent quand je travaillais avec des collègues, je leur dis t'es jamais allé à une soirée où tu n'avais pas du tout envie d'aller, où tu es vraiment éclaté, où on t'a traîné, etc. Puis t'es jamais allé à un truc où tu avais vraiment très envie d'aller, et en fait ça s'est pas bien passé. C'était très déçu. Je ne sais pas s'il y a des collègues de l'université ici, mais ça nous pose tout le problème de la première année de l'université, de la deuxième année de l'université. Au fond, est-ce que la question du désir intense pour aller vers quelque chose est une condition nécessaire et sine qua non pour réussir? Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que les gens ont des représentations sociales très élaborées de ce qu'ils attendent et que nécessairement il y a un écart. Alors que quand tu t'entends à rien, plaisant à peine, la question de la déception n'est pas du tout de même nature. Donc ça pose la question assez centrale, et vous l'avez compris, qui est un peu le fil conducteur de tout ça. Ça veut dire que, globalement, si je ne mets pas de l'expérience vivante dans tout ça, alors l'expérience vivante, MSMP, recrutement par les habilités, si je ne mets pas quelque chose d'un peu concret, comment je pourrais me représenter si j'ai envie d'y rester à partir du moment où je n'ai jamais fait l'expérience vivante? Et je redis, j'ai été fonctionnaire longtemps et j'ai l'expérience de chef d'entreprise, je peux vous dire que si j'avais su ce qui allait m'arriver en tant que chef d'entreprise, si j'avais fait un bilan entrepreneurial, il y a peu de chances que je sois devenu chef d'entreprise. Or, je me suis débrouillé en découvrant les choses en situation, et c'était pas plus mal. Si on m'avait alerté sur tout ce qui allait m'arriver si j'avais fait 40 millions de tests entrepreneurs, je ne pense pas que je serais devenu chef d'entreprise. Donc ça pose toute la question, alors vous l'avez compris, cognitivement, ça pose la question de la prédictibilité dans un monde incertain. Est-ce qu'on est sûr? Et on ne garantit rien. Mais ça veut dire qu'il y a tout le temps une prise de risque, comme un chef d'entreprise qui fait des investissements, un investissement humain, et bien du coup il y a un risque. Et ce risque il est plutôt intéressant parce qu'il permet de considérer, au fond, qu'il n'y a pas des gens qui sont faits et des gens qui ne sont pas faits. Il y a peut-être des conciliations, de la négociation possible, il y a un espace de négociation, vous l'avez compris, qui du coup dans les expériences que je trouve tout à fait passionnantes, c'est que cette construction, elle s'est faite quoi. Elle s'est faite chemin faisant, avec sans doute des allers-retours, des aléas, des choses incertaines, des doutes, c'est la vie. Mais c'est plutôt de cette manière-là que les choses vont se faire. Sur la question de l'attractivité, puisque le mot est revenu à 4 ou 5 reprises, l'attractivité et l'envie, c'est un des sujets sur lesquels on est aujourd'hui beaucoup. C'est un travail qu'on a fait avec les réseaux d'émissions locales, c'est-à-dire qu'on leur a posé une question très brutale, c'est de dire, pour vous, un projet professionnel, c'est quoi?
Et du coup, quelles sont ces caractéristiques quand je choisis quelque chose? Est-ce que, par exemple, les secteurs dans lesquels vous êtes pourraient être un projet professionnel pour un public jeune, voilà, qui a arrêté l'école à 17 ans, ou même qui a passé le baccalauréat et qui a aujourd'hui une interrogation? Deux critères apparaissent quasiment dans toutes les études. Le premier critère, c'est qu'un projet professionnel, il est attractif. Attractif, ça veut dire quoi? Prestigieux social. Tous les travaux sur les représentations professionnelles posent la question de l'attractivité qui est liée au prestige social. Et du coup, je pense que ça vous parle, ce que je disais, dire qu'au fond, il y a des activités qui d'une certaine façon, oui, paradent du prestige. Il y a un jeune qui m'a dit l'autre jour, ça fait pas rêver ton truc. Eh oui, je peux lui faire une vidéo et tout ce que je veux, là, il y a peu de chances que ça le fasse rêver. Et là aussi, on a dépensé des milliards, des millions d'euros de communication, de plaquettes, de flyers, etc., dans lequel tu as l'impression, tu dis, on va jouer, on va faire un tournoi de foot, là, et peut-être qu'on fera rencontrer un employeur, machin, et qu'il y a plus de chances qu'il se passe quelque chose sur le bord du terrain, voilà. Et ce qu'on fait avec les réseaux d'émission locales, puisqu'on organise des tournois de foot avec les employeurs du secteur et du territoire, est-ce que c'est déconnant? Non, ça produit des choses tout à fait intéressantes, parce que ça produit du lien social, mais ça se produit surtout un mouvement des représentations sociales. Donc la question de l'attractivité est un enjeu. Donc le premier critère qui apparaît, c'est l'attractivité. Le deuxième critère qui apparaît, c'est ce qu'on appelle la faible réversibilité. C'est-à-dire, l'adolescent, il pense qu'il ne faut pas qu'il se trompe. Il ne faut pas qu'il se trompe, c'est-à-dire qu'au fond, d'ailleurs, tout son environnement lui met la pression dessus en disant oui, mais tu ne vas pas faire ça toute ta vie. L'air de dire que ce que je vais décider de faire dans le champ de l'orientation doit être à la fois prestigieux socialement, deuxièmement, faiblement réversible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il se trompe. Or, alors là, il faut déshabiller les illusions. C'est-à-dire qu'au fond, d'abord, on ne fera pas ça toute notre vie, c'est même pas la question. Mais par contre, le fait que l'activité soit attractive, c'est quoi? C'est du packaging, c'est de la question de la communication, ou c'est moi ça me plaît? Je ne vois pas le temps passer, c'est une activité qui m'a... Enfin, vous l'avez très bien dit, je fabrique quelque chose, il y a quelque chose où je pars d'une matière brute et j'arrive à quelque chose qui a de la valeur, et c'est ça qui me plaît, quoi. Est-ce que c'est attractif pour les autres? On s'en fiche. Est-ce que ça me convient? C'est pas du tout la même question. Est-ce que je m'y retrouve? Une des questions qu'on pose souvent à des gens sur l'activité de travail, c'est de leur dire est-ce que vous pouvez retrouver une activité dans laquelle vous ne voyez pas le temps passer? Dans lequel j'ai l'impression vraiment pas forcément travailler. Bah oui, il y a des gens qui sont capables de vous dire des choses par rapport à ça. Donc la question de l'attractivité, elle est chaque fois singulière. C'est pas pareil. Donc tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est comment je vais réfléchir dans le SPO, et j'y reviendrai à la fin de mon intervention, comment on va réfléchir sur le fait que je pourrais me rencontrer des environnements professionnels que spontanément, je n'irais absolument pas rencontrer. Je sais pas, vous voyez cette question? Elle est méthodologiquement redoutable, parce qu'elle pose la question dès que, je sais pas, je travaille sur une plateforme téléphonique du SPO dans une région, la personne appelle au téléphone et elle dit, voilà, je voudrais savoir quelle formation vous financez. Et le conseiller au téléphone lui dit très légitimement, oui, mais quelle formation? Ben, la personne dit, bah, ça dépend ce que vous financez. Et immédiatement après, moi je vais décider en fonction des opportunités possibles, si c'est finançable. Et puis il dit, mais c'est pas parce que c'est financé que ça va vous plaire. Et la personne dit, oui, mais tant que je ne sais pas ce que vous financez, je ne peux pas savoir si ça va pas me plaire. Et on a un petit sketch, alors on a enregistré des séquences d'entretien comme ça, où qui dit, waouh. Et à la fin, la personne elle avait une question simple, c'est qu'est-ce que vous financez? Du coup, elle ne le sait pas. Et alors, ça me fait moyennement rire quand la personne va prendre un crédit à la banque pour financer la formation. Et là, en termes de politique publique, ça nous pose une question. Et au fond, est-ce que le projet est préalable au choix? Vous voyez ma question? Et mon conseiller, très très vite, dit à la personne, mais est-ce que c'est un projet? La personne lui répond, oui, mais ça ne peut pas être un projet, puisque je ne sais pas si vous le financez. Ah oui, parce que si c'est financé, c'est un projet, si ça ne l'est pas, c'est pas un projet. Bah, oui, je ne vais pas financer quelque chose qui est intéressant, mais qui en même temps, mes collègues du font je sais, voient de quoi je parle. À un moment donné, immédiatement, la question de l'argent, du financement, des moyens, va jouer dans le processus de décision. Or, dans un processus purement linéaire, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches ce que tu veux, tu saches si c'est financé, tu fasses ton dossier, on finance ton dossier, et au bout du compte, peut-être que tu changeras de job après, mais en même temps, ce ne sera pas du tout la question. Donc ça veut dire que, en gros, l'individu lui-même, dans ses usages et dans sa demande, finalement, il est plus agile que nos systèmes institutionnels qui, finalement, ont du mal à rentrer dans des formes d'usage un peu itératifs, un peu complexes. Alors, c'est pas qu'une question anecdotique, ça. C'est une question centrale, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, l'individu me dit dites-moi ce que vous avez sur catalogue. Je voudrais choisir en fonction du catalogue. Et le conseiller dit attends, on n'est pas la redoute, on n'est quand même pas le métier de conseiller en orientation, c'est quand même pas de filer un catalogue dans lequel les gens vont choisir en fonction
proximité géographique. Je suis désolé, quand vous regardez aujourd'hui sur les applications Mon orientation, ma formation, les gens choisissent localisation géographique et date de début de la formation en premier. Vous voyez, je pousse un peu les boutons, ça veut dire que la question des usages est en train de se transformer plus vite que les systèmes institutionnels se transforment. Donc il pose la question au fond, très simple, et qui est, est-ce que je peux choisir quelque chose que je ne connais pas? Je vous laisse la réponse. Ça veut dire que si en termes de mission de service public, on ne considère pas que notre première mission, c'est d'amener les gens à identifier toutes les ressources possibles, tout ce qu'il y a derrière les murs, tout ce que c'est que l'entreprise, etc., eh bien on a un problème social. Ça veut dire que ceux qui sont capables d'aller ouvrir les portes et d'avoir les réseaux personnels, ils le feront. Les autres, non. Ça veut dire que, globalement, on a un vrai problème d'équité sociale, c'est qu'on va construire ce qu'on appelle de l'empêchement social. C'est-à-dire que les personnes vont s'auto-limiter socialement en pensant que ce n'est pas la peine. Et du coup, j'aime beaucoup, encore une fois, l'idée de débutant accepté. Parce qu'au fond, ça ouvre sur quelque chose qui est tout à fait intéressant, même si vous n'avez pas tous les critères qui peuvent convenir par rapport à ça. D'une certaine façon, il y a une chance possible, il y a une négociation possible, il y a un espace de dialogue possible, et surtout, très intéressant, je ne vais pas vous recruter sur le fait que vous savez exercer le métier. Alors, je sais pas, là aussi, je reboucle par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je ne connaissais rien au métier, et donc il y a toute une partie des gestes professionnels que je ne connaissais pas. Et ça, c'est relativement nouveau comme approche. C'est-à-dire que c'est de considérer, au fond, il y a une responsabilité qui se déplace, c'est-à-dire, au fond, si la personne elle a ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, en gros, pour faire simple, les compétences situationnelles et sociales, alors on pourrait les appeler savoir-être, mais vous en avez cité plusieurs, l'envie, le travail en équipe, l'autonomie, par exemple, en gros, se débrouiller en situation de travail, être plutôt agile contre des consignes, enfin, je reprends tout ce que vous avez dit, ce qu'on appelle dans notre jargon aujourd'hui les soft skills. Ce n'est pas des compétences techniques liées à des procédures. Donc ça veut dire qu'il y a une répartition des rôles qui se fait. Alors, on a un rapport du Conseil d'orientation pour l'emploi très intéressant là-dessus, sur la société des compétences, qui dit aujourd'hui l'enjeu, c'est peut-être, compte tenu de la rapidité des évolutions technologiques, on pourrait prendre par exemple les métiers du transport et l'évolution des métiers de chauffeur, on voit bien que finalement, si vous voulez toujours des gens qui sont au top professionnellement, si attention sur l'emploi, vous n'aurez jamais les gens qui confient. Donc, est-ce que l'enjeu, c'est pas, au fond, de répartir une responsabilité différente et de considérer que l'entreprise a les moyens, finalement, de former et de développer en permanence les gens aux normes qualité, à l'évolution professionnelle, mais de considérer qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à développer. C'est le sentiment de l'autonomie, c'est effectivement le savoir-être, c'est la capacité à se confronter à des situations inattendues, la capacité à apprendre, tout simplement, etc. Et là, dans les expériences, c'est très intéressant parce que ça renvoie à l'idée qu'au fond, il y a un risque d'empêchement, c'est-à-dire que les gens peuvent s'empêcher parce qu'ils n'ont pas les compétences techniques. Si l'environnement dit il n'y a pas que les compétences techniques, et ces compétences techniques peuvent s'apprendre, c'est l'idée des micro-universités aux États-Unis, où les gens font 3 mois de formation. Ça ne reviendrait pas à l'idée de former techniquement les gens sur 200 heures. Ils considèrent qu'au fond, ce qui va être le primat, c'est l'efficacité en situation de travail. Il faut que les gens fassent bien leur travail. Qu'ils aient tous les savoirs académiques autour de ça, ce n'est pas un enjeu majeur. Et là aussi, c'est un vrai enjeu de formation. Si tu considères qu'il faut que tu aies appris tout ça avant pour pouvoir être capable de le développer en situation, ce qui est très intéressant dans ce que j'ai évoqué, c'est est-ce que les gens font l'affaire? Est-ce que ça convient? Est-ce qu'ils sont bien dans le travail? Finalement, c'est relativement pragmatique. Et on se dit peut-être qu'on s'est encombré l'esprit pendant très longtemps sur ces questions-là. Donc la question de l'orientation, dès qu'on la pose sur la question du recrutement, elle pose toute cette question-là. Alors, du coup, je renvoie à la question des habiletés, parce que c'est les mises en situation simulation. Qu'est-ce qu'elle nous renvoie symboliquement? Eh bien, le primat du savoir agir en situation par rapport au savoir académique que j'ai appris à l'école. Les gens, c'est se débrouiller en situation qui est l'enjeu, et je fabrique mes tests, on regarde, ça veut dire quoi, servir des repas dans une collectivité, et que je vais surtout être préoccupé sur le niveau d'attention. La collègue l'a très joliment dit, je suis attentif, je suis capable de me concentrer, je fais attention à un certain nombre de choses. Donc un bon professionnel, c'est quelqu'un qui veille, qui fait attention à un certain nombre de choses. Par contre, il y a des sujets techniques qu'il pourra apprendre par ailleurs. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ça veut dire qu'au fond, si on considère, alors on a plein d'expériences, Pôle emploi a diffusé largement le recrutement par les habiletés, on a vraiment des choses assez remarquables, alors là, des gens atypiques sur des fonctions finalement faiblement probables pour eux, c'est vraiment quelque chose qu'on observe tout le temps, c'est-à-dire qu'ils seront en capacité finalement de se débrouiller en situation si les conditions sont réunies.
Donc du coup, ça nous renvoie à des questions plutôt d'autonomie, concentration, sens du travail en équipe, travailler collectivement, qui sont peut-être des choses que les gens ont pu apprendre dans d'autres activités de travail, sans qu'ils aient forcément une qualification très élevée. L'expérimentation, formation, situation de travail est très intéressante là-dessus, parce qu'on a vraiment des gens qui n'ont pas un parcours académique classique, qui n'ont pas forcément fait d'études, pas eu de certification, qui en fait se débrouillent très bien en situation de travail. Et les chefs d'entreprise nous disent, c'est une perle. Donc on est tous potentiellement des perles, à condition qu'on ne mette pas des filtres successifs pour que les gens arrivent jamais au bon endroit. Donc vous voyez, et le bon endroit, il n'est jamais définitif. Ailleurs, ça se fera toujours. Et je reprends ce que vous avez dit, M. Keller, que je trouve intéressant, là aussi, métaphore footballistique. Le mercato, c'est bien, mais pas toutes les 6 semaines, quoi. Donc du coup, ça veut dire aussi que quand quelqu'un il commence à ne plus s'affilier, c'est-à-dire ne plus s'investir dans l'activité de travail, de toute façon, il ne restera pas longtemps non plus, et on sait bien. Donc ça veut dire aussi que vous avez posé la question de à quelles conditions les gens restent. Qui n'est pas la même question que à quelles conditions les gens acceptent. Et c'est aussi un débat qu'on aurait pu avoir avec chacun d'entre vous. Qu'est-ce que vous mettez en place pour que les gens ils trouvent quelque chose qui, du coup, leur convienne? Alors, une perspective professionnelle, des conditions de travail acceptables, une humanité dans le travail managérial, enfin, un milliard de choses qui peuvent faire qu'à un moment donné, le fait de pouvoir concilier mon activité de pompier volontaire avec l'activité professionnelle, etc., ça peut être des milliards de choses qui sont forcément singulières. Jolie formule qui a été utilisée aussi, là je m'excuse, je reprends un peu les propos, mais c'est un peu l'idée pour moi, c'est-à-dire je savais ce que je voulais pas, mais je savais pas ce que je voulais. Qui a l'air facile, mais en même temps c'est très vrai. Quand on travaille par exemple sur les ruptures conventionnelles, sur la question du bilan de compétences, on a de plus en plus de gens qui nous disent, bah écoutez, je veux quitter, je veux changer de job, par contre, je suis assez ouvert sur les perspectives, je voudrais pouvoir concilier avec ma situation de travail, pouvoir m'occuper de mes enfants, ne pas être en déplacement toutes les semaines, etc. Et les gens vont donner ce qu'on appelle des critères contextuels. Ce qui nous renvoie très très vite que l'activité de travail, c'est pas un métier, c'est aussi un contexte. Et que le lieu de travail, aujourd'hui, est un élément déterminant. D'où reboucler sur les logiques territoriales. Est-ce que je sais tout ce qu'il y a autour de chez moi? Bah, la réponse est clairement non. Moi, j'ai fait le travail avec les jeunes, on se promenait sur les zones et on essayait de savoir quels étaient les emplois derrière les murs. On ne savait pas, en fait. On ne savait pas, parce que c'était pas marqué, en fait. Il n'y avait aucune raison de savoir si on n'allait pas ouvrir les portes, etc. Et qui pose le problème de l'enjeu de notre rencontre. On va peut-être passer des cartes à des gens et à d'autres, parce que c'est ça aussi la rencontre. C'est aussi faire se parler des mondes, finalement, qui ne se parlent pas beaucoup. Qui se parlent beaucoup. L'usager, spontanément, il ne va pas aller pousser une porte. Une entreprise, c'est pas pensable, c'est pas imaginable. Donc il faut avoir toute une ingénierie de la rencontre qui est compliquée. Alors peut-être qu'il y a d'autres pays où c'est plus simple. Donc c'est l'histoire il y a un grand bâtiment. Vous avez dit à plusieurs reprises, et une personne qui a dit très joliment, faut quand même essayer des saisons pendant un petit bout de temps, quoi. Et en fait, il y a quelque chose qui est central dans les questions d'orientation, c'est le lien entre le savoir intellectuel, en fait, ce que je sais d'une activité de travail, et le fait de la tester en situation. Et on peut le faire comme on veut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu décides et tu restes qu'à partir du moment où tu as été confronté au contexte pour de vrai, même d'une certaine façon, même une semaine d'essai. Pourquoi? Et là aussi, vous l'avez très joliment dit, ça veut dire qu'une activité de travail, c'est un contexte. C'est des gens, c'est des relations, c'est des odeurs, c'est des environnements physiques aussi, c'est des environnements... c'est des lieux, etc. Et que tant que tu ne t'es pas immergé, d'où l'enjeu des immersions, etc. Et sans doute que les pratiques d'orientation, on travaille aujourd'hui sur la garantie jeune au niveau européen, par exemple, et on voit très très clairement dans la garantie jeune que la question des approches expérientielles, c'est comme ça qu'on utilise dans notre jargon, c'est vivre des expériences en fait, elle est de plus en plus essentielle, c'est-à-dire qu'on considère que même si les gens ne vont pas choisir l'activité dans laquelle ils vont, ça fait partie d'une construction, d'une représentation qui va les faire bouger parce qu'ils ont été acteurs de quelque chose dans un environnement. Donc essayer, c'est vraiment un enjeu tout à fait crucial. Autre point et c'est vous qui l'avez dit, c'est-à-dire que globalement, c'est produire de la valeur. Une entreprise, c'est produire de la valeur. Mais c'est aussi s'appuyer sur la valeur des personnes pour qui, d'une certaine façon, c'est valeureux. Et du coup, ça me renvoie aussi à ma représentation de qu'est-ce que je veux. Et en fait, apporter quelque chose à une entreprise, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement essentiel aujourd'hui dans la construction du lien social, même si l'activité ne me semblait pas forcément prestigieuse socialement. Même si cette activité, je ne l'aurais jamais choisie, spontanément. Est-ce que je ne me sens pas exister socialement dans cette activité parce que même à sa petite échelle, j'ai l'impression de contribuer à quelque chose qui va au-delà de moi. Et en fait, finalement, on a une vision assez élitiste du travail.
C'est-à-dire qu'au fond, se réaliser professionnellement n'a pas grand-chose à voir avec le niveau hiérarchique et du prestige social de l'activité. Par contre, dans le processus éducatif français, il y a une hiérarchie, je suis parent, grand-parent, et on voit bien quelle pression sociale on a aujourd'hui sur le prestige social et la difficulté qu'on a aujourd'hui sur des activités plutôt opérationnelles. On a une grande difficulté aujourd'hui, vous voyez le débat sur l'apprentissage, c'est pas que sur l'encadrement, on l'a sur des activités qui sont perçues comme moins prestigieuses. Donc la question du prestige social des activités pose une question finalement assez centrale, c'est-à-dire que comment on fait pour faire bouger les représentations. Alors, c'est un des points que je voulais évoquer. Nadine me dit quand il faut que je m'arrête. Hein, parce que... On a jusqu'à 8h30, mais on a durant les questions. Saoulé, ça pose toute la question des représentations. Alors, en vous écoutant et en écoutant M. Martin ce matin, il a beaucoup parlé de la question de la connaissance. Hein, et du coup, pour nous, ça pose une question très très simple, c'est qu'est-ce qu'on peut connaître et qu'est-ce que ça veut dire connaître une activité. Du coup, ça nous renvoie à quelque chose qui est peut-être une des choses qu'on a plus étudiées sur les représentations sociales, c'est ce qu'on appelle les représentations des métiers. On a à peu près une quarantaine de travaux en psychologie sur comment se construisent les représentations des métiers. Et si vous avez des enfants, par exemple, si vous avez des petits-enfants, interrogez-les sur c'est quoi les métiers qu'ils auraient envie de faire. Alors pourquoi je pose cette question-là? Parce que les représentations professionnelles sont parmi les représentations qu'on a le plus de mal à faire bouger. Pourquoi? Parce que c'est celles qui sont construites socialement et familialement le plus tôt dans l'environnement, et en fait c'est celles qui résistent le plus à l'environnement, et on pourrait dire c'est celles qui résistent le plus au processus d'information traditionnel. Donc on a une vraie difficulté qui est de dire comment les représentations sociales pourraient bouger. Qu'est-ce qui fait que le métier de la logistique, par exemple, soit mieux connu, mais perçu comme attractif pour soi. Vous voyez, il y a l'attractivité en général, et puis il y a l'attractivité pour soi. Est-ce que ça me paraît intéressant pour moi? Ce qui est quand même la question décisive. Est-ce que ça me paraît... Là, on voit bien aujourd'hui que ça serait intéressant de voir le résultat, par exemple, des nouveaux médias que vous utilisez, quels effets sur le nombre de connexions, sur la modification des représentations. On voit bien aujourd'hui que l'information traditionnelle, alors que l'information dans la rencontre, par exemple, le job dating, etc., marche plutôt bien. C'est-à-dire, dès qu'on crée des événements, en fait, on fait plus bouger les systèmes de représentation que des formes de transmission plutôt académiques. Hein. Voilà, on l'a évoqué tout à l'heure. Mais il y a deux leviers qui me semblent, et peut-être trois, que vous avez un peu cités, dont on sait aujourd'hui qu'ils fonctionnent. Le premier, c'est la cooptation, en fait, hein, vous l'avez dit. C'est-à-dire que, globalement, je suis désolé, c'est aussi un phénomène qui fonctionne. Il fonctionne historiquement, depuis l'histoire du début de l'humanité, donc ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a des fonctions de cooptation, on a des fonctions d'ambassadeur, etc. La deuxième fonction, et peut-être qu'on a quelque chose à faire plus là-dessus, et là je sais que le CARIF réfléchit à toutes ces questions-là, c'est ce qu'on appelle nous dans notre jargon la fonction testimoniale, c'est-à-dire qu'en gros, moi j'aurais eu envie d'enregistrer tous les témoignages de ce matin, là, et puis faire un petit clip avec tout ça, là, en disant, ouais, tu coupes André Chauvet, et puis tu as que ces témoignages-là, et là on fait bouger quelque chose. On fait bouger quelque chose parce qu'il y a des formules fortes qui sont portées par les gens eux-mêmes. Donc il y a la fonction testimoniale, c'est quoi? C'est la fonction du témoignage. Je parle de moi. Alors, ce qui nous fascine aujourd'hui, et c'est un débat, par exemple, tous les sites institutionnels aujourd'hui galèrent sur les questions d'orientation, parce qu'ils produisent plutôt du savoir académique, formel, que j'appelle moi du savoir mort, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on a du mal à y adhérer. Alors que la fonction du témoignage, par exemple, la com utilise beaucoup tout ça, elle est plus parlante parce que ça me parle. D'ailleurs, quand on travaille avec les adolescents, ils vont plus facilement sur les réseaux sociaux que sur les sites des organismes de formation. Quand tu veux choisir une formation dont tu vas payer en partie, tu vas aller plutôt sur les réseaux sociaux pour trouver des anciens bénéficiaires qui peuvent te dire quelque chose. D'où la question des réflexions sur la recommandation sociale qui sont tout à fait intéressantes. En gros, la recommandation sociale, on ne l'a pas suffisamment utilisée dans les questions de recrutement et on ne l'a sûrement pas du tout utilisée dans les questions d'orientation alors qu'elle est tout à fait centrale. Puis le troisième levier, c'est effectivement l'expérience. La représentation, elle change d'abord par l'expérience vécue. Mais on a tous cette expérience-là. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est finalement, il n'y a pas beaucoup de modèles de travail sur l'orientation qui est expérientiel. La garantie jeune, finalement, d'une certaine façon, l'est, mais on n'en a pas beaucoup. On commence à travailler avec les régions aujourd'hui sur des modèles plus expérientiels de l'orientation, dans lesquels
on arrête d'atomiser les secteurs, il y a la formation, il y a l'emploi, il y a l'orientation, etc. Et on considère qu'au fond, il y a des parcours. Et que pour que les gens puissent construire des parcours, il faut qu'ils aient des informations et des connaissances, mais des connaissances les plus appropriées, c'est le mot qu'on veut utiliser, les plus appropriées possibles dans le système dans lequel ils sont. Et s'ils en ont plusieurs, ils auront la possibilité de faire plus facilement des choix éclairés, avec un enjeu de politique publique et d'équité sociale, pour moi, qui est central, c'est est-ce qu'on permet aux gens de faire des choix éclairés? Pas si on ne leur donne pas les ressources. Et alors, les ressources de tuyaux, mais aussi les ressources d'expérience. Et alors, c'est un enjeu d'équité, hein, vous avez compris. Si je suis riche, bien portant, que j'ai tout le réseau, je trouverai toujours quelqu'un, un chef d'entreprise, qui prendra mon fils pour aller faire cette expérience-là. Par contre, si je ne suis pas moi-même armé et outillé par ces questions de réseau, il n'y a que les institutions et les politiques publiques qui peuvent l'imaginer. Sauf que si on n'imagine pas, et que tous les dispositifs d'orientation consistent uniquement à demander aux gens ce qu'ils veulent faire plus tard. Je ne sais pas si vous avez un adolescent de 17 ans qui vient de faire Parcours Plus, là, demandez-lui ce qu'il veut faire plus tard. Donc vous verrez que c'est une question d'une grande violence en fait. Hein. Donc du coup, elle ne se fait pas comme ça. Ça veut dire que c'est vraiment des parcours qui vont être beaucoup plus continus, dans lesquels il va nous falloir construire. Donc la question de l'évolution des représentations professionnelles, du coup, est un enjeu d'équité sociale majeur. Et là, voilà, je ne sais pas ce qui sera dit et produit cet après-midi. J'attends beaucoup de votre production en tant que professionnel autour de cette question-là. C'est-à-dire que est-ce que c'est juste informer, comment les représentations bougent, comment on construit des systèmes où on n'est non pas dans la formation descendante, mais plutôt dans des processus d'appropriation, comment on essaime, comment on irrigue, comment on amène tout le système social à s'enrichir lui-même en gros par des jeux relativement croisés. Je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais sur la question des... Et là, je vais commencer ma conférence maintenant. Donc, je rigole, m'a dit. Juste quelques points qui me semblent très importants sur les conditions, à quelles conditions ça fonctionne. En fait, hein. Je voudrais dire quelque chose sur le fait, vous l'avez dit à plusieurs reprises aussi, ça veut dire qu'au fond, quand je considère qu'il y a une conciliation, un espace de négociation possible, je lève les filtres, etc. Mais ça veut dire qu'en face, il faut que les gens soient curieux. Et c'est un grand débat sur les questions d'orientation. On a beaucoup de modèles sur l'orientation. Il y a un modèle que j'aime beaucoup, qui est un modèle d'un Américain qui s'appelle Savikas. Il dit le premier critère sur les questions d'orientation, c'est la curiosité. Donc il dit les enjeux de politique publique, c'est développer la curiosité. Donc développer à des choses qu'on ne connaît pas forcément. Et du coup, cette question, elle est centrale. Ça veut dire quoi, à un moment donné, si je permets aux gens de développer la curiosité, ils pourront essayer des choses. Et si en face, il y a des gens qui sont prêts à tenter des choses, donc il y a un risque des deux côtés. Mieux que le risque est acceptable, puisque de toute façon, c'est pire que de recruter personne, hein, pour le recruteur. Et pour les gens, le risque, c'est de ne jamais trouver ce qui convient. Vous voyez la question, c'est pour ça que je suis beaucoup dans les approches opportunistes aujourd'hui. Quand on travaille sur l'achat immobilier, par exemple, je prends des exemples très triviaux, hein, mais on s'aperçoit qu'il y a des gens qui cherchent toute leur vie le bien immobilier. Ouais, c'est comme les agences matrimoniales. C'est le problème du prince charmant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vos niveaux de critères sont tellement élevés que le risque que vous avez, c'est qu'il n'y a jamais rien qui soit... ça ne matche jamais. Et pourquoi je dis ça? C'est que la plupart des pratiques sociales, efficaces, quel que soit le bord politique sur lequel on est, c'est des pratiques de conciliation. Tu négocies tes critères, mais l'entreprise négocie ses critères. Et si je reprends tout ce que vous avez dit, tu négocies pas surtout, et l'entreprise et l'individu n'est jamais prêt à faire quelque chose qui ne lui convient pas du tout. Il n'y a pas vraiment de hasard. Les gens ne choisissent pas non plus quelque chose qui soit très éloigné à leur activité de travail. Des raisons physiques, des raisons d'environnement. Enfin, il peut y avoir une milliard de raisons. Et je ne suis surtout pas en train de dire que tout le monde est capable de faire n'importe quoi. C'est absolument pas ça la question. Mais qu'il y a un jeu de négociation possible et de conciliation qui va devenir un vrai enjeu. Ce qui veut dire qu'on est obligé, méthodologiquement, de passer de logiques de construction de projets à des logiques de construction d'opportunités. Et ça veut dire que les deux ne sont pas incompatibles. Je peux parfaitement avoir un projet professionnel à long terme et en même temps construire un parcours professionnel en prenant des opportunités qui vont me faire grandir professionnellement. Et il n'y a pas d'opposition. Alors radicalement et historiquement, en France, on les a toujours opposés. Et ça, c'est un objet intéressant. Ça veut dire qu'au fond, la question de l'opportunisme, c'est pas prendre n'importe quoi. C'est prendre quelque chose qui convient en situation. Et quand la collègue nous dit, par exemple, ben, moi, ou le collègue, je trouve très intéressant, je suis absent de chez moi toutes les semaines, je vais chercher quelque chose qui est plus compatible. Donc je vais ouvrir à des possibilités, et à ce moment-là, le processus d'orientation va se faire au regard d'un critère de priorité.
Est-ce que ça résout le premier problème que j'ai rencontré? Est-ce que finalement le travail est intéressant? Et bien d'une certaine façon, le travail intéressant, je vais le découvrir en le faisant. Et puis si je suis accueilli dans un environnement humain plutôt chaleureux et que j'y trouve ma place, et ben, en fait, il y a des chances que j'y reste plutôt longtemps. Pas forcément toute ma vie. Si je reviens à ce que vous avez dit, je vais y rester plutôt longtemps. Donc cette question de l'opportunisme, il renvoie à la question du risque, à ces questions-là, la question de la curiosité et la question de comment se construit cette conciliation. Il y a un deuxième enjeu que je trouve très important, et vous l'avez quasiment tous dit. C'est la question, au fond, je vais construire les conditions pour que ça puisse le faire. Et ces conditions sont organisationnelles, contextuelles. Tutorat, accompagnement, formation, investissement dans la formation, accompagnement dans la mise en place dès le début, etc. Ça veut dire qu'il y a des conditions qui sont nécessaires à le faire. Mais à partir du moment où on considère que les expériences qu'on s'en données ne sont pas atypiques, mais sont typiques, vous voyez ma question, du coup c'est un enjeu central. C'est-à-dire qu'au fond, on peut peut-être repenser les processus territoriaux en se disant, au fond, est-ce que la question de ces rapprochements, c'est pas finalement le seul avenir possible sur les questions de montation? C'est de se dire, au fond, c'est des questions de conciliation qui vont devenir centrales. Donc comment un jeune du territoire connaît les ressources du territoire? Alors dans la loi sur le SPRO, on dit du territoire, du département, de la région, de la France, de l'Europe, et puis je sais pas, la galaxie peut-être, hein, mais ça veut dire quand on travaille sur des zones rurales, par exemple, très investi dans un travail dans les zones rurales, la problématique de l'orientation se pose très bien, très vite. C'est je reste où je pars. Je reste où je pars. Et ce qui peut me permettre de rester, c'est la vie familiale et le prix de l'immobilier. Hein. Si vous quittez Lavelanet pour aller à Toulouse, par exemple, vous allez choisir au regard du prix du loyer. Donc si vous allez faire quelque chose de beaucoup plus intéressant, mais beaucoup plus coûteux, peut-être que vous n'allez pas y aller. Et les questions de cette dialectique-là sont centrales aujourd'hui. Alors elles sont centrales chez les salariés, mais vous l'avez compris, si je m'intéresse au public jeune, mission locale, CIO, etc., cette question est beaucoup plus compliquée, parce qu'ils n'ont pas une expérience de référence sur lesquelles ils vont pouvoir construire leurs décisions. Ils ne sont pas encore totalement clairs sur, au fond, qu'est-ce qui les bougerait, qu'est-ce qui les stimulerait. Donc on a un enjeu aussi de politique publique en se disant quelles sont les conditions qui soient réunies pour que les gens découvrent des choses, finalement, qui pourraient être à essayer, avec l'idée de laisser erreur comme un peu règle sociale. Et pour terminer mon intervention, du coup, c'est pour préparer un petit peu le travail cet après-midi, ça nous interroge beaucoup sur la question de service public régional d'orientation, mais je pourrais l'élargir à la question du conseil en évolution professionnelle, CEP, toutes les activités de conseil aujourd'hui aux évolutions et à la construction des parcours professionnels. Ça veut dire qu'on a plusieurs enjeux en termes de ressources et en termes de compétences. On a vraiment un enjeu d'une différenciation entre informer et faire de la médiation d'information. C'est-à-dire, l'information ne peut pas être que transmissible de haut en bas. On est obligé de construire des dispositifs qui sont beaucoup plus itératifs, beaucoup plus mis en scène. Ce qu'on appelle la médiation, quand vous faites un speed dating, par exemple, vous mettez en scène en fait le processus. C'est-à-dire vous êtes obligé de construire un dispositif dans lequel vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Par contre, faire un diaporama dans lequel il va y avoir un certain nombre de données que vous allez transmettre au public, vous savez déjà que les gens sont largués au bout du troisième diaporama et que même sur les sites officiels, ils vont avoir du mal à y aller. Par contre, ils iront beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Donc ça pose la question de la médiation, mais aussi des nouveaux usages que le public peut avoir par rapport à ça. Il y a un deuxième enjeu de développement qui renvoie vraiment à ce que fait la région Pays de la Loire depuis le début et avec l'appui du CARIF, c'est vraiment l'idée de pratique partenariale, c'est-à-dire qu'il faut sortir de l'atomisation des secteurs et considérer qu'au niveau du territoire, c'est pour ça que le niveau du territoire est un enjeu intéressant, il y a une réflexion à mener sur une vitalité de réflexion sur les questions d'orientation, en sortant finalement et en mettant en place non pas des pratiques de on se connaît, mais on travaille ensemble. C'est une distinction qu'on fait beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire je peux connaître mon interlocuteur, savoir que lui s'occupe de ça. Par contre, construire des dispositifs d'orientation ensemble, ça c'est tout à fait autre chose. Et là, je travaille sur plusieurs régions, sur passer d'une logique de connaissance réciproque à une logique de construire des dispositifs d'orientation ensemble, et c'est tout à fait intéressant. Je termine sur quelque chose qui est un des enjeux aujourd'hui sur la question du service public régional d'orientation, mais plus largement du CEP, on parlait du programme d'investissement de compétences dans le cadre de la réforme, ça pose toute la question de ce qu'on appelle dans notre jargon l'ingénierie des parcours professionnels, et en fait ce qu'on appelle nous la fonction d'ensemblier, comment les parcours sont compliqués à construire pour les gens aujourd'hui, et qu'il faut qu'à tout moment on soit capable de les aider dans la construction du début jusqu'à la fin, quitte à revenir au début si ça ne fonctionne pas. Et là on a vraiment besoin de tout le monde, parce qu'à un moment donné, le risque qu'on a, c'est que dans un monde complexe, on ait tendance à simplifier et à revenir à des vieilles recettes. Et Gaston Bachelard a une jolie formule quand il parle de la complexité, il dit « le simple n'existe pas, il n'y a que du simplifié ». Je vous remercie beaucoup.
Alors, on a déjà quatre questions qui sont arrivées par SMS. Donc, on peut par exemple prendre peut-être la première question pour oui, lancer. alors peut-être, c'est mon côté pénible, ça, s'il y a des gens qui ont des réactions vivantes, tout de suite, là, ça peut être bien. Ouais. Après, je répondrai bien sûr à toutes les questions, vu que c'est écrit gros et que la taille de mes lunettes convienne, donc ça devrait pouvoir. Oui, bonjour. Je m'appelle Toitia Medjahed, je suis CEP au FAFTT. Ma question, j'ai deux questions. Alors la première, c'est je suis un peu inquiète sur le glissement du recrutement technique et du recrutement du savoir-être, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, on est en train de... Il y a des études, des choses qui sortent un petit peu là-dessus, et ça m'interpelle sur, encore une fois, vous l'avez un peu évoqué, sur le fait de dire, il y a peut-être des personnes qui vont avoir des savoir-être, qui vont savoir parler de leur savoir-être, qui vont avoir une espèce d'introspection et suffisamment de confiance en eux, ou d'estime de soi pour pouvoir parler de ça, et d'autres qui vont moins avoir cette compétence-là. Et donc là, ça me pose la question aussi du contexte dans lequel l'individu évolue et tout ça. Et la deuxième question, c'est un peu parler des pratiques. Vous avez, je trouvais, voilà, vos propos sont optimistes quelque part. Moi, je les prends comme ça. On parle beaucoup du public, de le mettre en contexte et tout ça, mais moi, je suis fervente de l'analyse de la pratique. Et je trouve que dans cette construction à venir, là, il y a aussi beaucoup de choses à faire sur nos représentations, je m'inclus dedans. Et voilà. Et donc la deuxième question, elle est plutôt de l'ordre de cette pratique professionnelle. Alors, juste qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, quand je parle de soft skills, je ne parle pas de savoir-être, je parle de compétences situationnelles et sociales. C'est-à-dire qu'en gros, c'est capacité de se débrouiller en situation. Si c'est juste pour dire à quel point on est capable de travailler en équipe avec une pratique discoursive qu'on a appris à l'école, ça présente pour moi pas beaucoup d'intérêt. On a le même problème sur la question de la VAE, quand les gens viennent exposer finalement toutes les qualités qui sont les leurs et comment ils sont formidables. Et du coup, ça pose le problème d'un discours sur la réflexivité, pour faire théorique, et puis la capacité de se débrouiller. En gros, là j'ai un sapeur-pompier volontaire, mais c'est comment tu interviens, quoi, qui va être l'enjeu, c'est-à-dire c'est capable de se débrouiller en situation qui est l'enjeu, et du coup comment on le valorise, comment on le met en scène. Et j'ai plein de débats comme vous sur ces fameux ateliers savoir-être qui se développeraient, dont on peut se poser la question d'ailleurs de quoi il s'agit, quoi, parce qu'un savoir-être est par nature jamais décontextualisé. Les juristes nous disent aujourd'hui très clairement, un savoir-être est un jugement s'il est sans contexte. Donc je peux dire que je suis sympa, je suis capable de collaborer, de coopérer, c'est moi qui le dis, quoi. Dans la réalité, je peux être incapable de le faire. Donc ça pose toute la question d'une différence. C'est pour ça que j'utilise le mot soft skills, parce ça s'appelle les compétences molles, en fait, par opposition aux compétences techniques qu'on apprend dans les dispositifs, les normes de sécurité, etc. Mais ça se réduit pas à savoir. C'est un grand débat que j'ai techniquement aujourd'hui, parce que et je crois que la première personne a parlé de compétences transposables. On va plutôt s'intéresser à ce qu'on appelle les compétences hors contexte, la capacité à se débrouiller, quoi. Enfin, pour faire simple, les soft skills, c'est MacGyver, quoi. Voilà, c'est un peu, ouais, j'exagère un peu, mais c'est vraiment la capacité à se débrouiller en situation, qui est une qualité que l'employeur recherche. C'est comment les gens font face à des situations événementielles. Donc, vous avez complètement raison là-dessus. Alors, juste sur la deuxième question, sur la question de l'analyse de pratique. Je trouve que là, on est dans un espace d'échange de pratiques avec tous les partenaires, et ça, c'est plutôt formidable. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé, par exemple, avec les réseaux de mission locale, travailler sur les représentations sociales des entreprises, des jeunes et des conseillers. Donc, on a des espaces d'intermédiation qu'on construit, enfin, sur des territoires, et on discute le coup sur les jeunes ne sont jamais à la hauteur, les patrons sont trop méchants, les gens d'entreprise ne sont jamais la personne qui convient, et nos croyances, on les déshabille nous aussi, c'est-à-dire qu'au fond... je découvre que les chefs d'entreprise sont tout à fait capables à s'ouvrir. Je découvre que les jeunes, contrairement à ce que je pensais, sont tout à fait capables de venir à l'heure si on leur fait confiance. Enfin voilà. Et du coup, les représentations, par contre, c'est les espaces d'échange de pratiques qu'il nous faut, de mon point de vue, réinventer. Et sortir de nos logiques finalement corporatistes ou techniques, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. C'est pour ça que je crois beaucoup à la logique du territoire.
Et concilier le développement du citoyen et le développement économique et social, c'est pas faire de l'adéquationnisme, c'est juste de dire que c'est l'avenir d'un collectif. C'est si le territoire se développe, si les gens ont un sentiment qu'il y a une place pour eux et qu'au fond ils peuvent construire leur vie ici, c'est plutôt sympa, quoi. Par contre, ça nous oblige à penser les espaces d'échange de pratiques de façon différente, donc de les modéliser un peu différemment. Là aussi, on a beaucoup fait un travail dans le cadre du CEP, sur l'échange de pratiques dans le cadre du CEP, mais vous êtes encore une fois entre pairs. Donc ça nous pose un problème de la transaction avec des gens avec lesquels on peut avoir des conflits de position légitimes. Enfin, comment dire, le conflit, il est salutaire. Un chef d'entreprise, il cherche quelqu'un qu'il va recruter, et le conseiller, il est plutôt dans une autre logique. C'est pas grave, c'est juste que si on n'échange pas sur ces questions-là, on n'arrivera à rien. Et vraiment, je suis obsédé par les logiques d'intermédiation, comment on rapproche les points de vue pour qu'il y ait quelque chose qui puisse se faire ensemble. Et c'est aussi ce qu'a dit M. Martin ce matin. Comment on construit quelque chose ensemble. Je réponds aux questions, peut-être. Ouais. Je lis la question alors, en fait. Elle est terrible, celle-là. Faut-il arrêter d'utiliser les codes ROM, notamment avec les jeunes, quand on parle d'orientation, de déclic Joker? Non. Moi, je suis partisan de rien arrêter. Voilà, c'est pas l'enjeu. Je pense qu'on peut regarder les choses de façon... comment dire, j'ai rien contre Rome, qui organise des classifications, et c'est bien d'avoir une lisibilité du monde professionnel. Par contre, je fais vraiment une distinction quand on travaille sur les représentations sociales. Je vais donner un exemple concret. Vous regardez la fiche travailleur social sur Rome, par exemple. Vous avez ce qu'on appelle un prototype. C'est-à-dire, vous avez un descriptif, des compétences requises, etc., etc., qui est tout à fait intéressant de savoir ce qu'on est susceptible de faire, etc. Donc, il y a un premier niveau d'information qui peut être tout à fait pertinent, parce qu'on peut trier, utiliser des questionnaires pour faire tout ça. Par contre, je fais vraiment une différence, c'est-à-dire qu'en fonction du contexte et du lieu dans lequel vous allez être travailleur social, votre travail ne sera pas du tout le même. Donc, ce qui est un problème dans le champ d'orientation, c'est qu'au fond, les gens choisissent des activités prototypiques et restent dans des contextes. Donc notre problème, c'est rapprocher la question des pensées à la question de la pratique. Mais je pourrais dire la même chose sur première année d'université. Tu t'inscris en psycho parce que tu penses que la psycho c'est ça, et puis tu fais de la physiologie, de la science, des neurosciences, des mathématiques, des statistiques, et t'es déçu en fait, parce que c'était pas la représentation que tu en avais. Alors comment aujourd'hui on réfléchit sur le fait que si les gens font des choix éclairés, il faut qu'ils aient à peu près idée de ce qui va leur arriver en contexte. Donc ça pose encore une fois la question de la place de l'expérience dans les décisions d'orientation. Autrement, les gens seront toujours déçus, changeront, parce qu'ils sont toujours dans des stéréotypes de représentation. Alors si tu lâches un peu tout ça en disant qu'il y a des situations de travail qui peuvent être tout à fait permissives, qui peuvent nous autoriser à nous développer alors qu'on n'y avait absolument pas pensé, tant que tu n'es pas dans les contextes. Enfin, vous avez parlé du type de management, par exemple. On peut rester dans une organisation parce que c'est sympa. Oui, je le dis exprès de cette manière-là. Ça veut dire que le contexte, le travail, c'est aussi un lieu humain. Donc ça veut dire que les difficultés de l'orientation, c'est qu'elles sont très centrées avant, donc plutôt des représentations sociales, mais qu'elles posent un problème, c'est qu'elles amènent les gens à faire des sélections, a priori, sur leur représentation. Ce qu'on appelle dans notre jargon de psychologue la perception sélective. Tu choisis que ce que tu connais et qui est prestigieux. Donc il n'y a aucune raison que tu choisisses quelque chose qui n'est pas prestigieux et que tu ne connais pas vraiment, et il n'y a aucune raison que tu y ailles, quoi. Et du coup, notre question, c'est, le but, c'est surtout pas d'obliger les gens à aller là. C'est vraiment pas ça l'enjeu. Mais l'enjeu, c'est plutôt comment on les sensibilise à ces questions-là. Et ça, c'est plutôt redoutable. Les jeunes recrues ne seraient-elles pas les meilleurs ambassadeurs pour susciter l'attractivité de l'entreprise? Alors, absolument. Je crois beaucoup, j'ai beaucoup travaillé. Alors, je travaille en mission légale, je travaille sur le réseau de parrainage, mais aujourd'hui, on travaille sur les réseaux d'ambassadeurs. Je crois beaucoup à la parole des acteurs eux-mêmes. Pour ça, j'étais intéressé vraiment ce matin sur la parole des étudiants d'entreprise. On porte quelque chose parce qu'il y a de l'humanité dans ce qu'on porte, et en portant ça, quelque part, on est convaincant. Nos sites internet ne sont pas convaincants. Même les télé YouTube ne sont pas convaincants. Il y a quelque chose de l'ordre de la conviction humaine de quelqu'un qui livre son expérience, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses difficultés, etc. Il y a quelque chose de vivant. Et dans la question des nouveaux usages, par exemple, si les jeunes sont tellement intéressés par la question des ambassadeurs, donc je ne sais pas, je crois qu'il y a des réseaux de mission locale là, mais je ne sais pas si en Pays de la Loire vous avez développé des réseaux d'ambassadeurs jeunes, par exemple, mais c'est un travail qu'on mène aujourd'hui. C'est tout à fait fascinant, quoi. Enfin, je vais interviewer monsieur à la sortie pour lui demander son témoignage. On fait par exemple on construit des petits outils juste avec des témoignages. Disons, j'étais là, je pensais ça.
2 ans après, je suis là et je pense ça. Juste ça. Ben, voilà, on fait un travail très simple sur l'attractivité, elle est liée aussi au fait qu'il n'y a pas d'attractivité en soi. Il y a toujours une attractivité pour soi. Vous voyez cette différence? Et c'est là où les conseillers en communication ont beaucoup de mal sur notre travail parce qu'ils essayent de promouvoir l'attractivité de l'activité, mais c'est pas suffisant. Vous voyez, c'est pas suffisant. J'ai beaucoup travaillé sur le bâtiment, par exemple. On voyait bien que ça suffisait pas. Par contre, quand je me rappellerai toujours un petit jeune qui est venu parler du bâtiment et qui était maçon, par exemple, un constructeur en maçonnerie. Et il vient y expliquer, alors tous les jeunes dans la salle sur lesquels ils disent et pourquoi t'es devenu maçon? Et le jeune il explique, il dit par hasard. Deuxièmement, c'est parce que c'est le seul truc qu'on m'a appris. Donc du coup, les gens me disent ça te plaît ou ça te plaît pas? Et là, il y a un grand moment dans son intervention où il dit de toute façon, je n'avais pas trop le choix, hein, mais la deuxième chose qu'il dit, c'est compte tenu de ma priorité aujourd'hui, ça me permet de le faire. Les jeunes lui disent c'est quoi ta priorité aujourd'hui? Alors à l'époque, il dit c'est pouvoir me payer la golf et avoir un crédit. C'est-à-dire que c'était vraiment très étonnant. C'est-à-dire nous, on était persuadés qu'il allait nous dire quelque chose sur le contenu de l'activité. Alors il va dire des choses très intéressantes sur le contenu de l'activité, mais il va dire quelque chose de très puissant. Il va dire voilà ce que me permet d'avoir ce travail. Ce que me permet, et ça me permet de me sentir un citoyen comme les autres. Et on lui dit après, est-ce que tu envisages de rester? Il dit peut-être oui, peut-être non. C'est plutôt sympa. Alors il dit des choses étonnantes. Et là, je finis à 17h, à 18h tous les soirs, par exemple. Là. Ce qui n'était pas la représentation sociale qu'avaient les gens, forcément par rapport à ça, et que je ferais plutôt des choses sympas, que je peux construire mes trucs, peut-être que je ferais quelque chose, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, le travail est attractif, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je suis resté. Et ça nous intéressait beaucoup parce que ça montrait que l'attractivité n'était pas liée à l'activité, elle est liée à la rencontre entre une personne et un environnement. Et maintenant, j'y reste qu'à les conditions que ça fasse, quoi, et que j'y trouve quelque chose. Donc, pour que les gens y trouvent quelque chose, il faut qu'il y ait cette rencontre. Si cette rencontre a lieu, ben, l'activité se fera. Donc, les gens disent des choses étonnantes. C'est-à-dire que je me rappellerai toujours la tête des jeunes. Donc, tu as fait ça par hasard. Et tu ne le regrettes pas. Il dit, je ne regrette pas. Peut-être que j'aurais pu faire autre chose, mais en même temps, j'ai fait ça et c'est plutôt pas mal aujourd'hui. J'en suis plutôt satisfait. Les collègues sont sympas, je peux faire plein de trucs. Enfin, vous voyez, il y a ce qu'on appelle ce que permet le travail et le contenu du travail. Les questions d'orientation, elles ont beaucoup été réduites à des questions de contenu d'activité de travail. L'activité de travail, c'est un environnement, c'est un contexte dans lequel je peux me réaliser par plein de choses qui peuvent être des biais. Donc le salaire, ça peut être tout à fait autre chose. Je peux simplement privilégier le fait que mes enfants ont entre 2 et 3 ans et que pour moi, la priorité, c'est être chez moi tous les soirs et que c'est complètement respectable et que je ne ferai peut-être pas forcément ça. Il y a peut-être des questions. Juste pour rebondir sur ce que vous dites sur l'immersion, sur l'expérience en entreprise, je pense que ce qui est vrai au niveau administratif aujourd'hui lié à ces immersions est beaucoup plus contraignant qu'il y a 10 ans de ça. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans conventionner. Donc vous voyez, sur le mois de juin, ne serait-ce que chez Grandjean, on doit avoir une trentaine de personnes, j'entends, en stage d'école, PMCMP, stage de formation, je pense notamment en conduite. C'est hyper lourd au niveau administratif. Donc nous, on est très ouverts à ça, on en fait énormément. Maintenant, il faut savoir que on n'a pas autant de retours sur l'investissement qu'on fait derrière. Alors juste, c'est un grand sujet sur la question de la contrainte formelle administrative de tous les dispositifs aujourd'hui, d'où le développement de pratiques de pire à pire en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des plateformes qui se développent aujourd'hui où il y a des réseaux de chefs d'entreprise qui disent nous on est open, s'il y a des gens qui veulent, ils s'inscrivent sur le truc et nous on leur propose, on prend une convention, on prend une sécurité, assurance responsabilité civile, on propose, etc. Une discussion qu'on avait eue avec Nadine hein, sur la question au fond. Pourquoi c'est aussi compliqué quoi? Alors si on considère que l'expérience est centrale, pourquoi c'est si compliqué? Et voilà, je peux que être d'accord avec vous. Et simplement, ce qui va se passer, c'est que l'usager va soit se débrouiller tout seul, et ça pose le problème d'équité sociale, encore une fois, soit il ne va pas se débrouiller tout seul, et à un moment donné, il faut qu'on ait des systèmes souples, simples. Il y a plein, enfin moi je suis chef d'entreprise aussi, je vois plein de chefs d'entreprise, ils y croient, quoi. Ils y croient, ils ont envie de s'ouvrir, donc, mais par contre, il ne faut pas que ce soit un pensum administratif invraisemblable. Donc c'est vraiment, on peut être que d'accord avec nous. C'est une discussion qu'on avait avec Karim sur ça. Ah, il y en a encore. Je
pu la sauter, cette question. Que pouvez-vous nous dire du nouveau CEP qui prône une logique adéquationniste? Moi, 2010. J'aurais envie de vous dire, il y a combien d'amendements qui sont en débat à l'Assemblée nationale. Donc on verra la sortie. Qu'est-ce que je peux dire du nouveau CEP qui prône une logique adéquationniste? Alors, je ne sais pas si le CEP prône une logique adéquationniste, puisque le cahier des charges n'est pas fabriqué. Je pense que le système lui-même, il revient des logiques adéquationnistes. Voilà, je peux le dire comme ça. Et alors après, ça dépend de la nuance qu'on utilise. Ce que j'ai présenté ce matin, ça peut être considéré comme une logique de conciliation et de rapprochement. Donc tout dépend de ce qu'on appelle adéquationniste. Si l'adéquationniste, c'est considérer que, en gros, l'équité sociale, c'est mettre à la disposition tous les moyens pour que la personne puisse élargir ses répertoires de réponses et lui permettre de faire des choix éclairés, du coup, pourquoi pas. Voilà. Après, si l'adéquationniste, c'est juste ouvrir toutes les formations et mettre beaucoup d'argent sur les formations dont on pense qu'elles déboucheront sur des emplois, on a l'expérience du plan 500 000, dans lequel c'est quand même pas si simple que ça. Donc c'est tous les débats qu'on a dans le PIC aujourd'hui sur le fait que c'est pas parce qu'on va ouvrir des places en formation que ça va réduire les problèmes de recrutement des entreprises. Je pense qu'il faut vraiment le penser autrement. Et alors, comment dire, ça, pour moi, c'est une vraie interrogation sur quelle articulation CEP et SPRO aujourd'hui en région. Beaucoup de régions me sollicitent en me disant ça sera quoi l'articulation SPRO, service public de réglementation et CEP, j'en sais rien du tout. Je peux juste dire que le ministère n'a pas évoqué les questions d'orientation du tout, puisqu'il les lègue à la question régionale, purement, et que ce cahier des charges préalable considérait que le premier niveau de service CEP était le premier niveau de service SPRO. Donc si je reprends ce qui est fait dans la région, je me dis il y a un beau travail à faire autour des logiques territoriales, compte tenu de leur construction, et que le CEP a tout à fait sa place par rapport à ça. Et je pense qu'il y aura des latitudes régionales par rapport à ça. Mais c'est un peu comme si les choses, elles n'étaient pas complètement construites aujourd'hui. C'est-à-dire, on voit bien que moi-même, je suis en difficulté quand les collègues me disent en gros, le problème du développement des compétences, c'est le développement de la formation. Ça me fait tiquer en tant que professionnel. C'est-à-dire, c'est pas que ça le problème. Le problème, c'est tout ce que vous avez évoqué ce matin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a forcément besoin de financer des formations très longues pour permettre à des gens d'accéder au travail? C'est pas si simple. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui, c'est pas besoin de 12 heures de formation dans un plan de formation pour trouver du travail territorialement dans lequel l'entreprise pourrait réaliser. Donc ça me paraît beaucoup plus subtil que ça. De toute façon, les logiques adéquationnistes, dans la pureté rationnelle, il y a des emplois, il y a des personnes, je rapproche, ça ne marche pas. Les gens restent libres. Donc de toute façon, ça ne marche pas. Par contre, si tu mets en place les conditions pour qu'ils y trouvent de l'intérêt, ça fonctionne. Donc si on s'intéresse aux préoccupations des personnes, ça marchera. Si on revient en logique prescriptive, ce qui est quand même, je perçois derrière la logique de la question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de revenir à des logiques prescriptives? Oui, clairement. Mais alors là, je peux vous dire qu'on sait déjà que ça ne marchera pas. Bon, parce que l'usager lui-même, il n'ira pas dans de formation, et on a déjà des formations qui ne sont pas aujourd'hui, on n'a pas de public. Donc c'est pas parce qu'on met de l'argent dans les dispositifs que les dispositifs sont vertueux, parce qu'in fine, c'est toujours le public qui décide. Et il y a des fois, tu as l'impression qu'il y a moins de contraintes, que ça marcherait un peu mieux. Mais je reprendrai un aparté après, parce que là, je suis enregistré, alors vous comprenez. D'autres questions, peut-être, il faut me dire quand ça me montre. Stéphanie, en zone rurale. Donc moi, en écoutant, je vous dis, si on cumule les représentations des personnes, des jeunes, des salariés, des demandeurs d'emploi, celles des services de recrutement en général, et puis celles des conseillers, sur les métiers, sur les entreprises et sur les personnes, c'est impossible. On est sur un système un peu coincé. Oui. Et puis on a aussi la conférence, tout ce que vous dites, qui est finalement très optimiste, presque idéaliste, où ça pourrait marcher si les gens travaillaient ensemble et s'ils se parlaient, s'ils se rencontraient, Donc je me dis que ça n'a pas marché jusqu'à présent, enfin, il ne faut pas non plus être trop pessimiste, ça marche comme on peut, et on espère que ça va mieux marcher demain. Qu'est-ce qui nous fait croire que ça va mieux marcher demain? Si effectivement, alors bon, les lois qui arrivent sont peut-être encore opaques, on ne sait pas exactement comment on va le faire. On se réunit aujourd'hui, on y croit. Concrètement,
est-ce que on peut s'appuyer sur quelque chose pour imaginer que, effectivement, en zone rurale, je vais parler de ce que je connais aujourd'hui, que je travaille à une mission locale ou avant dans d'autres choses, on voit des gens qui sont MacGyver, qui sont hyper attachés à leur territoire parce qu'ils ne veulent pas en bouger. De toute manière, ils sont en voiturette, ils sont en scooter, ils ne peuvent pas en bouger. Donc on est sûr qu'ils sont là, qu'ils peuvent, qu'ils ont des ressources, des réelles ressources, et ça ne marche pas quand même. Sur quoi on va s'appuyer là pour que la rencontre se fasse réellement? Voilà, c'est vraiment... Moi, du coup, je me dis, bon, bah, alors on a tout, on est tous d'accord. Qu'est-ce qui nous manque? J'essaye de répondre précisément. J'ai pas, comment dire, j'ai pas l'impression d'être super optimiste. Enfin, je ne nie aucune des difficultés. Ce que je trouve intéressant dans ce qui a été évoqué, c'est qu'on a essayé des choses et qu'elles ont plutôt marché, même si elles sont difficiles. C'est-à-dire que globalement, j'ai un principe d'intervention, c'est de dire on fait toujours ce qu'on peut. Pourquoi ça n'a pas marché? Et je ne voudrais pas dire ici que ça n'a pas marché parce que du coup, je pense que c'est une des régions où le SPO a été le plus, où les partenaires ont le plus travaillé ensemble. C'est que je pense qu'on mélange deux registres d'intervention qui ne sont pas les mêmes. Et c'est peut-être là où je peux intervenir en disant le SPRO, pour les collègues qui ne connaissent pas tout ça, mais en gros, ça fait depuis 2008, on est en 2018, la première loi c'est 2008 sur la mise en place du service public d'orientation professionnelle avec un délégué, etc. 10 ans. Ça fait 10 ans que j'accompagne des régions, etc., pour essayer de mettre en place un service régional, d'abord national, puis après régional, etc. Où on en est aujourd'hui, peut-être à part la région ici, Bretagne, Grand Est, où il y a quelque chose, on n'est pas arrivé à quelque chose. Alors on peut essayer juste de faire un petit diagnostic a priori, et puis essayer de voir du coup c'est quoi les leviers d'action sur lesquels on est. La première chose qui nous frappe, c'est qu'on a plus travaillé sur la connaissance des acteurs entre eux. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail qui a été fait, alors pas tous les acteurs, je pense que tous les acteurs économiques et sociaux n'étaient pas présents, les branches professionnelles n'étaient pas toujours présentes, etc. Mais il y a un travail de connaissance réciproque qui a plutôt été bien développé, les gens sont passés leur carte de visite, on voit... Par contre, on confond se connaître et travailler ensemble. Donc on s'est plutôt, aujourd'hui, réparti le travail, c'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui les processus de comment ils sont organisés dans le champ de l'orientation, en fait, il y a des acteurs qui ont leur propre responsabilité, et en fait, ils communiquent entre eux. Ils communiquent sur le public, notamment. Donc on a fluidifié les réseaux, etc. Mais il n'y a pas réellement, aujourd'hui, ce qu'on appelle d'ingénierie territoriale. C'est-à-dire que, globalement, il n'y a pas eu de construction. Je travaille sur un SPO dans une région, je ne vais pas citer, hein, mais... en fait, ils n'ont pas fait des trucs extraordinaires. Hein. Mais ce qui a été intéressant, c'est qu'ils ont organisé ensemble des manifestations au niveau du territoire, tous ensemble, pour sortir d'une logique d'addition à une logique de combinaison. Or, ça veut dire que, je ne sais pas, une rencontre comme ça, on l'a fait territorialement, on fait venir des témoins, etc. On l'a fait au niveau du territoire, et on met tous les acteurs autour de la table, on discute le coup, elle produit quelque chose. Elle produit quelque chose, elle produit de la connaissance réciproque, elle produit des liens sociaux, et elle produit une synergie d'acteurs. Cet après-midi, des gens des différents réseaux animeront les ateliers. C'est pas rien, ça non plus. Il faut voir d'où on est parti. Donc il me semble que ce qui me manque aujourd'hui, c'est la capacité à avoir des projets territoriaux sur les questions d'orientation où on arrête de cloisonner, d'atomiser. Et en aparté, pour le dire comme ça, hein, pourquoi ça ne marche pas? Ben, c'est qu'il y a une pression sur les structures, de pérennité des structures. C'est-à-dire qu'en gros, quand en 2008, on dit tous les professionnels de l'orientation vont travailler ensemble, il y a 21 réseaux, et c'est qui va disparaître, quoi. Donc, immédiatement, c'est posé dans une logique de politique publique, le fait que est-ce qu'on continue à exister si les autres... Donc, personne ne veut dire ça comme ça, mais moi, j'ai aucun problème pour le dire. Je pense que la question de l'avenir de chacune des structures se pose le problème de sa zone de marchandise, quoi. Et en fait, ça supposerait qu'on a des zones de partage et des zones de propriété. Vous voyez comment je l'ai dit? Donc ça veut dire que tu mets centre d'information jeunesse, mission locale, CIO, etc. Tu leur dis vous allez travailler ensemble, ils disent ouais, super, on se connaît, on travaille depuis longtemps ensemble, etc. Sauf que derrière, en arrière-plan, il y a la question de qui pilote, quel est le partenaire, etc. Donc c'est une des grandes questions aujourd'hui que moi je soulève tout le temps, c'est de dire on ne décide pas comme ça de mettre 21 réseaux qui vont travailler ensemble pour rendre un service de même nature. Même exemple pour le CEP avec les Big Five, les 5 réseaux qui rendent le même service. La PEC, mes amis de la PEC, les missions locales, etc., ne peuvent pas rendre le même service pour la question du public, pour la question de l'organisation, pour la question du financement. Donc qu'est-ce qui est problématique aujourd'hui?
c'est plutôt la logique institutionnelle qui pèse. Ça renvoie aussi à votre question, c'est-à-dire qu'on a une pesanteur institutionnelle où les acteurs ne sont pas totalement libres et indépendants par rapport à tout ça. Donc, ce que j'espère aujourd'hui, c'est que le moment est venu pour passer d'une logique d'addition et de connaissance réciproque à une logique vraiment d'ingénierie. Mais moi, je suis très colibri là-dessus. Chacun fait sa part. Hein. On commence à faire le mieux possible. Et si on est vraiment centré sur les citoyens ligériens du territoire, ça me va bien, quoi. Je ne crois plus du tout aux grands projets nationaux avec des trucs où les gens vont y aller. Les acteurs sont capables de produire des choses et de l'intelligence. Après, une difficulté qu'on a, puisque vous êtes dans le réseau d'émission locale, et je travaille avec l'Institut Bertrand Schwartz sur ces questions, on a un vrai souci sur le fait de la capitalisation des pratiques innovantes. C'est-à-dire que si on considère que sur un territoire, il y a des choses vraiment intéressantes qui se sont faites. Moi, j'ai travaillé sur un territoire, par exemple, on a fait des cafés socio-éco, par exemple. Tous les mois, avec les chefs d'entreprise, on travaillait, il y avait tous les acteurs du territoire, etc. Donc on faisait une petite matinée, etc. Et on s'est vraiment pris la tête sur comment on modélise des pratiques de rencontre dans lesquelles on fait se rencontrer le public, les professionnels, tous les professionnels, et les acteurs du soutien et de l'accompagnement. Et comment on essaye de trouver, d'inventer un argument, en fait, pour que ça soit pertinent, pour que chaque structure, entreprise n'ait pas son propre chargé de mission qui sillonne les cours, etc. Comment on met de l'écologie un peu dans tout ça. Et je pense qu'il y a des choses qui sont tout à fait vertueuses qui ont été faites, sauf qu'on ne les a pas réellement capitalisées. Et quand je vois la ministre qui dit au réseau de mission locale innover, je suis assis, quoi. Je me dis, moi j'ai travaillé dans le réseau d'émission locale en 82, je me dis, on a quand même innové, quoi. Sauf que ça ne se fait pas. Donc ça pose le problème de l'attractivité aussi de ce qu'on a su faire. Donc je suis optimiste dans le sens où je pense qu'il y a vraiment des objets de travail. Par contre, s'il y a quelque chose que je soulignerai aujourd'hui, c'est qu'il faut, alors je le dis comme ça, il faut que les personnes soient partie prenante. Les destinataires du service doivent être partie prenante. Enfin, je vois l'espace collaboratif de l'APEC, je vois aujourd'hui que l'usager doit être partie prenante du service, à la fois comme capable de donner des informations là-dessus, mais aussi contributeur du service. On ne pourra plus penser une offre de service sans les personnes. Enfin, j'étais dans une conférence sur l'orientation où j'avais invité un collègue de l'Université de Québec, et c'était rigolo, il regardait les professionnels et il disait ils sont où les gens? Les gens pour qui on organise le service, et en fait, il n'y avait pas les gens du service pour qui on organise le service. Et ça, je trouve qu'on a à réfléchir là-dessus, quoi. Quand je dis ça au niveau national, je dis oui, bien sûr, on va le faire. Mais on va demander aux gens s'ils sont contents du service. C'est pas ça que je dis. Les gens sont contributeurs du service. Comme on a pu le faire dans la garantie jeune, enfin, comme on a pu essayer de le faire. Mais là aussi, moi j'ai plein d'humilité là-dessus. On est dans un sujet extraordinairement complexe, dans un environnement économique social d'une grande complexité, où chacun a son point de vue sur le sujet. Et si je rajoute un peu d'idéologie là-dessus, c'est un peu compliqué. Il y a encore une question, c'est ça, hein? Ah, il y en a plusieurs. Je lis la question, l'entreprise apprenante, un moyen d'attirer, de valoriser, de faire. Évidemment pour moi, alors j'ai pas voulu utiliser un terme scientifique qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, que je développe beaucoup, j'ai écrit un article là-dessus, ce qu'on appelle des contextes capacitants. Contexte capacitant, c'est l'entreprise apprenante. C'est mettre en place les conditions pour que les gens aient le sentiment d'apprendre quelque chose. Et je suis d'autant plus à l'aise dans un environnement que j'ai le sentiment d'apprendre quelque chose. Même si ce quelque chose, finalement, n'était pas forcément la première chose que je disais. Donc, d'une certaine façon, là aussi, c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire, si je considère que la personne a de la valeur, mais que je la mets en condition pour qu'elle développe, en fait, qu'elle franchisse des obstacles, tout simplement, qu'elle ait le sentiment de progresser, tout va aller. Mais je pense que c'est vraiment une question centrale, quoi. C'est comment l'environnement devient... Mais c'est pas moi qui le dis, hein, en fait. L'expérimentation sur les fesses, les partenaires sociaux sont très sensibles à cette question-là. Ils sont très sensibles sur le fait que l'entreprise est le premier lieu de formation au monde, quoi. Enfin, quand vous allez en Allemagne, par exemple, je n'oserais même pas dire ça. Pour eux, c'est tellement tacite. Et le modèle allemand n'est pas forcément, il a d'autres inconvénients. Mais sur ça, l'expérience est formatrice. Bah oui. Sauf si tu n'en as pas, ça pose problème. Et ce que je trouve très chouette dans ce qui a été dit, c'est si je considère que sans expérience préalable obligatoire, du coup ça veut dire que je donne l'occasion aux gens de vivre des expériences. Donc ça pose un problème social considérable. Si vous avez des enfants étudiants aujourd'hui qui cherchent un stage, par exemple, c'est juste fascinant. On a l'impression qu'en France, il faut avoir de l'expérience pour pouvoir avoir de l'expérience. C'est-à-dire que globalement, c'est imaginable. Là encore, j'étais au Québec il n'y a pas longtemps avec un autre chef d'entreprise qui dit, nous, toute personne, on considère qu'on rend la société ce que la société nous a donné. Donc, moi, la personne qui sort de prison, je la prends, je la pose. Par contre, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est pas grave. Par contre, il considère qu'il y a une mission sociale de l'entreprise de considérer que ça fait partie d'un jeu social.
Je crois que ça évolue beaucoup, là aussi pour reprendre ce que vous disiez, ça évolue beaucoup en France, hein, ça évolue, on est vraiment sur un chemin intéressant par rapport à ça. Par contre, comment dire, il faut que nous-mêmes on fasse preuve d'agilité. Hein. Vous avez parlé déshabiller les croyances, nous-mêmes, nos propres croyances, il faut qu'on les déshabille aussi, les miennes comme les autres. Hein. Existe-t-il, c'était une question avant, non? Comment parler des futurs métiers, de l'évolution des métiers qui n'existent pas? Je suis sans voix. Oui, je complète la question. Oui, non, mais non, elle est très pertinente la question. Oui, je complète la question. Monsieur Ménard, l'Université d'Angers. Donc, on sait très bien que les métiers dans 30 ans, enfin même en 2030, hein, donc c'est dans 12 ans, vont complètement évoluer, n'existent pas pour la plupart. Et il est souvent difficile de parler de cette évolution auprès des parents, déjà, des enfants, et même des jeunes hein, qui sont au niveau de l'université. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner là-dessus? Alors, ça pose une question presque philosophique, en fait, qui est l'envahissement de l'imprévisibilité dans le monde social. Si vous regardez, si vous suivez simplement le rapport national sur l'intelligence artificielle, juste en tant que citoyen, vous lisez juste ce qui se passe dans la presse, etc. Vous regardez la domotique, vous regardez la médecine de santé, etc. Vous savez aujourd'hui, par exemple, quand la ministre dit 50% des activités qui se développeront dans 10 ans n'existent pas, mais on n'en sait trop rien, c'est-à-dire qu'on est incapable de le dire. C'est-à-dire qu'on ne le sait pas. Ça veut dire que l'imprévisibilité devient la norme. Une fois que l'imprévisibilité est la norme, le concept de projet disparaît. Je le dis aussi brutalement que ça. Ça veut dire que les questions d'orientation, elles sont corrélées historiquement sur les questions de projet. Donc il nous faut changer de concept. Et le concept sur lequel on travaille, le concept de scénario. Pourquoi? Parce que le scénario, c'est pas oui, non, c'est si, alors. Et du coup, le moyen devient une fin. C'est-à-dire, vivre une expérience professionnelle, c'est une fin en soi. Ce qui se passera après, on verra après. Et les jeunes nous le disent très bien. D'ailleurs, les jeunes à l'université nous disent on verra après, qui est une formule qu'ils utilisent beaucoup, ce qui est très difficile à dire pour les parents. Les parents ne disent pas on verra après. Ils disent il faudrait qu'ils sachent avant de commencer ce qu'il va faire plus tard, d'autant plus qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et tu dis ouais, ça va être vachement dur d'aller prendre un billet d'avion pour un territoire qui n'est pas, dont la destination n'existe pas. Alors, c'est pour ça que je réponds un peu longuement. Ça veut dire que quels moyens on a, je ne peux pas travailler sur des territoires inconnus. Donc, si je ne peux pas travailler sur les territoires inconnus, j'ai un enjeu, alors qu'il y a un enjeu politique social, aujourd'hui, c'est un enjeu de changer de problématique et de passer de logique de projet à des logiques de scénario. Ça veut dire qu'au fond, c'est la construction du parcours chemin faisant qui devient l'enjeu. Et les jeunes commencent à l'avoir intériorisé, les jeunes cadres, je me tourne vers les collègues de la PEC, ils l'ont totalement intériorisé. Ça veut dire qu'au fond, ils considèrent que la destination finale, je ne la connais pas et c'est pas forcément plus grave. Le fait que je ne le sache pas n'est pas grave. Par contre, est-ce que le parcours peut être apprenant? La réponse est oui. Et du coup, la question, ça va être plutôt ce qu'on appelle l'utilité stratégique de la formation, plutôt que l'intérêt de la formation. Alors vous voyez, ça va loin ce que je suis en train de dire. Il y a des jeunes qui vont choisir une formation plutôt parce qu'elle leur permet de développer des compétences qui leur permettront de rebondir plus facilement, d'apprendre des choses. Alors du coup, il y a des jeunes qui vont arrêter en licence, par exemple, et qui vont partir un an, Leonardo, ils vont partir dans un projet européen, par exemple, pour construire une expérience qu'ils estiment légitime. Mais alors, vous distinguez les parents et les jeunes, et il faut vraiment faire cette distinction, c'est-à-dire qu'en gros, la génération des parents n'est pas entrée dans l'ère de l'imprévisibilité, la génération des ados beaucoup plus vite. Et en gros, pour faire simple, parce que c'est le modèle du discours du gouvernement aujourd'hui, c'est les effets d'entraînement, vous avez deux mots du gouvernement aujourd'hui, c'est disruption, agilité. Hein. Sauf que nous, on n'est ni disruptif, ni agile. C'est-à-dire qu'on est plutôt institué. Donc ça veut dire que comment tu mets de l'agilité du côté des systèmes, alors que tu l'obliges du côté des usagers. Et c'est toute la difficulté que j'ai aujourd'hui quand les régions me disent il faut qu'on valide le projet parce que si on ne valide pas le projet, il ne sera pas pris. C'est pas une mascarade sociale, ça. Faire croire que tu vas faire ça toute ta vie et que tu es super intéressé là-dessus, alors qu'au fond, l'individu lui-même, il ne croit pas lui-même, quoi. Bon, financement des CIF, hein. Pas besoin de faire un dessin. Ça veut dire qu'on est aussi dans des processus cognitifs où on pense que c'est la finalité qui nécessite l'investissement, c'est parce que le but a été validé et que du coup ça légitime le financement dans des systèmes où le rétroagir devient un enjeu de développement. Du coup, voilà, on a tout dialectique l'orientation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que l'orientation, c'est le but, est-ce que l'orientation, c'est le parcours,
Ou est-ce que l'orientation, c'est le sens, au sens existentiel du terme? Est-ce que je fais quelque chose qui a de la valeur à mes propres yeux? Par exemple, Amartya Sen considérera que ce qui est un enjeu, c'est que j'ai l'impression de faire quelque chose qui a de la valeur pour moi. Et après, ce que c'est, ça n'a pas une importance folle. Et puis, il y a des gens qui sont obsédés par les buts, notamment les parents, les systèmes institutionnels. Et puis, il y a des ados aujourd'hui avec qui on travaille qui sont plutôt dans l'idée de on verra après, on va continuer un parcours. Par contre, pour reprendre à votre question, si on change ça, c'est-à-dire si on considère que les logiques de scénario deviennent centrales, ça change tous les outils et toutes les méthodes. Parce qu'on considère que le fait que ça ne marche pas n'est pas forcément gravissime. Par contre, c'est la capacité à rebondir et que ce qui ne marche pas ne doit pas durer trop longtemps pour pas que la personne soit désaffiliée. Donc ça veut dire que l'essai-erreur fait partie des processus. Alors vous qui êtes de l'université, vous connaissez ça par cœur, ça pose la question troisième, deuxième année, du redoublement de la première année, etc., avec la question de la pression parentale sur les coûts, sur la chambre. Enfin, je connais ça très très bien et ça pose la question, on n'a pas les modèles qui conviennent aujourd'hui, quasiment les modèles cognitifs. C'est un peu comme si je suis en train de dire, il faudrait que nous-mêmes on mette en place des processus plus agiles pour qu'institutionnellement on soit en capacité de le faire. Et pour répondre à votre question, c'est au niveau des territoires qu'on est capable de le faire. C'est pas au niveau national. Ça change toute la chaîne des valeurs. Oui. Oui. C'est pas acquis ça aujourd'hui. C'est pas acquis. Oui, c'est bien que vous disiez ce que vous avez à dire, parce que je pense que c'est important. Même si j'oublie pas qu'on doit aller manger. Ça reprend ce que je disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation du système du risque des valeurs, ni pour les recruteurs, ni pour les personnes, et dans notre façon de travailler non plus. Donc la gestion du risque, elle est pour les parents qui vont payer les études, pour l'employé qui doit changer, pour le jeune qui doit se projeter et l'entreprise qui doit recruter. Cette gestion du risque, elle est effectivement pas encore assez organisée pour que les gens y arrivent. Alors, en gros, il y a deux sujets dans ce que vous évoquez. Il y a la question de est-ce que le risque devient un objet de travail en orientation? Pour moi, c'est quasiment le seul objet de travail. Donc, ça veut dire que j'ai deux objets de travail, développer la curiosité, amener les gens à faire des choix éclairés, c'est-à-dire à apprécier le risque. Ça me fait deux objets de travail très simples. Et donc, du coup, si les collègues me disent c'est quoi les outils, je leur dis je vous propose de lire le dernier livre de Charles Pépin, l'avant-dernier, qui s'appelle je ne sais plus comment. Donc, voilà, c'est sur l'échec. En gros, réussir en échouant. En gros, c'est la place de l'échec dans la société française, en fait. Et il dit très, très bien dans son livre que Edison, il a mis 1000 fois à fabriquer son ampoule, quoi. Et il a échoué en 1999, quoi. Et que la question de l'échec est tellement obsessionnelle en France que du coup, il faut que tu montres que tu vas réussir avant même d'avoir commencé. Et on a une dégradation du système de risque avec une obsession de la sécurisation de tout, et du coup on met des contraintes réglementaires, etc. Donc il pose un problème d'une société qui dit aux gens prenez des risques, mais qui du coup n'a absolument pas scénarisé l'accompagnement du risque financier, etc. Donc là on y est. C'est vraiment un enjeu dans lequel on est centralement, c'est-à-dire qu'on faut mettre en place une dispositif dans laquelle on arrête de dire que ça va bien se passer et que c'est sûr, mais que le risque fait partie, qu'on est capable de l'accompagner, c'est un enjeu. Ce que vous faites. Il y a un risque à prendre, mais ce risque il est acceptable, on peut le jouer, etc. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution sans risque. Donc il y a une éducation au risque à travailler. Par exemple, les collègues québécois, ils ont un petit séminaire en fin de terminale dans lequel ils font un séminaire sur l'indécision et sur la prise de risque. Donc ils forment quasiment cognitivement les gens à réfléchir à la question du risque, à la décision, etc. Ce qu'ils appellent la dimension apprenante. Donc ça veut dire comment on formerait les gens au fait qu'il n'y a pas d'avancée dans la vie si quelque part il n'y a pas un risque. Alors est-ce que ce risque est éclairé? C'est tout l'enjeu dans lequel on est. Par contre, il faut complètement l'outiller, puis développer la curiosité, ce que je dis depuis ce matin, c'est-à-dire qu'au fond, on a tout un travail à faire pour que les gens élargissent leur répertoire de réponses possibles, qu'on déshabille nos propres croyances, tous, etc. Et ça, c'est des changements. Comment dire? Là, on ne change pas des systèmes, on change des croyances. Vous voyez? Quand je dis au ministère aujourd'hui que vous êtes super, vous dites que les gens doivent être plus agiles et plus libres de leur choix, en même temps vous remettez un processus assez coercitif en fait et assez prescriptif. Alors l'agilité elle est que d'un côté, si elle était des deux côtés, ça veut dire que l'institution prendrait aussi des risques, vous voyez, et accompagnerait tout ça. Et on est un peu dans cet entre-deux que je trouve moi plutôt fécond parce que vous voyez le débat qu'on a, tout le monde là, parce que tout le monde y est là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que c'est facile de commander sa formation sur une appli avec 2 clics, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire, commander la formation? Est-ce que la formation est pertinente, la durée de la formation? Est-ce que je vais mettre des sous dedans? Enfin, vous voyez bien, cette question, c'est pas parce qu'il y aura un clic, il sera plus facile que ça va résoudre le problème. Donc, les vertus de l'échec, Charles Pépin, voilà, c'est ça. Et il a écrit un deuxième livre,
C'est un philosophe passionnant. Si vous êtes conseiller, lisez ces 2 derniers bouquins. Il vient d'écrire un bouquin sur la confiance en soi. Et c'est très intéressant dans les témoignages de ce matin. Il aura pu se régaler en vous écoutant sur le fait que tout ça, ça construit de la confiance. Alors une conscience collective aussi. C'est-à-dire qu'au fond, à partir du moment où j'ai l'impression que j'ai pris un risque et que ça fonctionne, les gens me le rendent, du coup ça fonctionne mieux, et du coup ça essaie de toute la société sur le fait qu'une société de confiance, c'est une société du risque accepté et vertueux. Une société de défiance, c'est Michela Marzano qui a cette jolie formule, elle dit le risque est une trace d'humanité, son résultat n'est jamais garanti. Donc ça veut dire que si c'était garanti, ce ne serait pas un risque. Quoi. Et du coup, la question du risque et de la confiance sont centrales. Pouvez-vous développer ce que sont les soft skills? Tout de suite, là. Compétences molles, en fait, vous voyez, du coup, par une composition hard, molle. Le rapport du CE les définit comme compétences situationnelles et sociales. Du coup, elle renvoie à la question plutôt d'être en relation avec son environnement, donc il renverrait plutôt, si je reprends ce qu'on a dit ce matin, travailler en équipe, apprendre, gérer un aléa dans la confrontation client, être capable de dépanner avec des choses qui ne sont pas prévues, enfin, vous voyez. Et situationnel, c'est d'être capable de changer ce que tu as prévu de faire parce qu'un événement soudain apparaît. Donc, situationnel, c'est la capacité à ne pas uniquement délivrer une procédure, mais d'être capable de l'adapter en situation. Donc, les soft skills nous intéressent parce que les organisations de travail sont de plus en plus événementielles. Événementiel, vous êtes livreur, vous avez une opération de barrage sur l'autoroute et du coup, votre ordre de livraison est modifié. Ça c'est un événement. Or, les situations de travail sont de moins en moins procédurales et de plus en plus événementielles. S'il y a de plus en plus d'événements, le professionnel doit de plus en plus contribuer sur des choses qui ne sont pas prévues dans la procédure. Vous me suivez? Donc ça veut dire que globalement, plus on aura des activités événementielles, plus la question des soft skills deviendra un enjeu. Du coup, il y a 2 questions qui étaient dans les questions, hein, quand même. C'est comment on les travaille et comment on les reconnaît et surtout comment on les développe. Comment on les développe par une activité sociale quelle qu'elle soit, une activité bénévole, là aussi je fais le lien avec la VIA, toute activité sociale dans laquelle on est contributeur de quelque chose, sapeurs-pompiers volontaires, etc., accompagner les personnes âgées, etc., contribue à développer ces soft skills. Comment on les travaille? On ne les travaille jamais sur uniquement des discours, on les travaille toujours sur des événements réels. Donc on fait une analyse, ce qu'on fait dans le FEST par exemple, on fait une analyse de la confrontation, les événements professionnels. Et les objets de travail sur lesquels on travaille, c'est des événements professionnels qui par nature sont inattendus parce que le professionnel est obligé d'y mettre du sien. Vous voyez la différence? Il n'applique pas uniquement ce qui est prévu, il doit mettre du sien dans la situation de travail. Et on pourrait dire que plus les situations de travail sont imprévisibles, plus le professionnel doit mettre du sien dans les situations de travail. Et globalement, moins la certification est une garantie sur le soft skill. Vous voyez? C'est-à-dire que moi je suis psychologue, je peux avoir des psychologues qui ont fait une thèse, qui sont chargés de cours aujourd'hui, à qui je ne confierais pas l'accompagnement d'un poisson rouge. Parce que je pense qu'ils ont des savoirs tout à fait élaborés. Par contre, ils sont tellement éloignés de l'activité réelle, que du coup, je peut-être choisirais plutôt un praticien qui a une expérience dans des environnements différents. Et du coup, la compétence et la soft skills ne se développent pas de manière académique, mais uniquement par l'expérience. Ils n'en peuvent plus. Merci.